y croire. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X-Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Bon vendredi, 6 novembre 2020. Christian Page, bonsoir. Salut Yannick. Je vais t'avouer qu'il était temps que ça finisse cette semaine-là, parce que je vais te dire que ça n'a pas été facile avec ce qui s'est passé chez nous en fin de semaine, passée, oui, où un individu un peu bizarroïde, durant la soirée d'Halloween, a décidé de faire un carnage épouvantable. Et là, tu comprendras que ça a été extrêmement dur pour les gens de Québec de suivre ça. On savait pas trop ce qui se passait. On savait pas trop s'il y en avait juste un. Finalement, la bonne nouvelle, c'est qu'il a été arrêté. Et là encore, cette semaine, du drame. Faut que ça finisse. Puis, j'ai pensé à toi quand j'ai vu Donald Trump dire « Attendez un peu, là, on se fait voler l'élection. » Je me suis dit « Ouf! Christian Page, encore une fois, théorie du complot. Il va encore une fois avoir de la job pour les prochaines années. » Effectivement. Écoute, toute l'actualité dont tu parles, on a suivi ça d'ici, bien sûr. Dans la région de Montréal, on avait que les yeux rivés sur la vieille capitale. Écoute, cette histoire de cet individu un peu instable qui s'en est pris à des gens dans le Vieux-Québec. Écoute, c'est un cauchemar réveillé. C'est quand même, oui, c'est un cauchemar, puis c'est quand même surprenant parce que, tu sais, c'est drôle comment les choses sont. Vendredi, on avait fait une émission justement sur l'Halloween, on parlait justement des films d'horreur, tout ça. Exact. Et puis le lendemain, Québec est le théâtre de scènes d'horreur dignes de films. C'est quand même tout à fait épouvantable. Et puis, de l'autre côté, bien sûr, tu mentionnes cette histoire d'élection aux États-Unis qui n'en finit plus de finir, finalement. Et les discours tout à fait échevelés de Donald Trump et effectivement cette déclaration depuis 2 jours, mais à plus forte raison celle d'hier soir où il accuse effectivement les démocrates de voler le vote, et etc. Même aujourd'hui, on voyait qu'il y avait dans le camp républicain, il commençait à y avoir des voix un peu dissonantes qui préféraient prendre un peu du recul par rapport à tout ça. Mais mettons de côté, là, pour être sûr certain qu'on soit tous à la même échelle, là, mettons de côté qu'il puisse avoir tort ou raison. Okay? Oui. Ces discours sont extrêmement dangereux, sachant que d'un bord comme de l'autre, la base, le fanbase de ces deux personnes-là peut être extrêmement dangereux. Là. On parle d'extrémistes qui peuvent sortir dans les rues et commencer à tout casser. Là. Ben écoute, Yannick, il y avait des images qui circulaient où on voyait des gens devant des bureaux de vote aux États-Unis avec des AK-47 autour du cou. Là. Exact. Tu sais, là, tu regardes ça, c'est comme irréaliste. Là. Tu te dis, écoute, c'est pas Beyrouth, ça, là. C'était dans des rues de Philadelphie, dans des rues de Washington. C'est complètement irréaliste, ce genre de situation. Puis, effectivement, Donald Trump ne fait que mettre de l'huile sur le feu avec des discours aussi enflammés que ceux-là. Et j'étais un peu de l'avis de tous les analystes politiques, c'est-à-dire que si le vote a été volé, et je pense aussi que sur le plan juridique, c'est également la même chose. C'est la réponse que lui ont servi d'ailleurs les juges, à qui il s'est adressé, parce qu'il a dit, bon, je vais mettre ça entre les mains des tribunaux. Ouais. Et les juges lui ont dit, écoutez, pour l'instant, il n'y a pas le soupçon d'une preuve de ce que vous dites. Donc, c'est excessivement dangereux, effectivement, de tenir un discours comme celui-là avant même d'avoir la moindre preuve. Donc là, évidemment, on diabolise le Parti démocrate de manière épouvantable. Et bon, évidemment, ça fait partie des règles du jeu que si on gagne avec une mince majorité, il est normal que le président Trump demande des recomptages de vote. Ça fait partie des règles du jeu, comme je l'ai mentionné. Mais là, de l'accuser un peu comme ça,
faire feu de tout bois sur les gens du Parti démocrate. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que le fait qu'il remet en question le processus électoral, il faut quand même se dire que dans ce processus électoral, il y a également des gens, des gouverneurs qui ont été élus de la même façon. Tu sais, dans les États qu'il pointe du doigt. Donc là, tu dis, si tu mets et il faut quand même le dire aussi, si les votes par correspondance ou les votes par anticipation favorisent Joe Biden, ils ne sont pas 100% pour Joe Biden, tu comprends? Donc tu dis, écoute, ça veut-tu dire que les gens qui ont voté républicain dans ces conditions-là ont aussi truqué leur vote? C'est comme une absurdité, tu sais, là. Mais bon, laissons les Américains se débrouiller avec ça. Ah, puis je pense aux policiers. Tu sais, les policiers qui se disent, ouais, attendez un peu, là, c'est parce que nous, effectivement, on doit veiller à la sécurité de tout le monde, mais faudrait que l'autre en haut soit un peu plus responsable dans ses propos, parce qu'il est encore président des États-Unis. Là. Oui, puis il va l'être encore pendant pratiquement 2 mois. Exact. Donc, à partir, même si demain matin, les bulletins, les scrutins donnaient pour gagnant Joe Biden, ce que je suppose qui va se produire, il faut quand même savoir que Donald Trump restera au pouvoir pendant 2 mois. Exact. Est-ce qu'à ce moment-là, il sera préparé sa sortie de manière élégante? Ou est-ce qu'il va profiter de ces 2 mois-là pour finalement donner vie à ses pires lubies? Tu sais, on peut se questionner là-dessus parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, avec les déclarations des dernières heures, on voit bien que cet individu-là se met au-dessus du peuple, il se met au-dessus des institutions, de ce que représente l'Amérique. Tu sais. Il est, lui, Donald Trump, moi d'abord, le peuple et l'Amérique après. Donc, que sera les 2 derniers mois de la présidence de Donald Trump? Tu sais? Mettre le feu avant de partir d'une job, ça n'a jamais été la meilleure des idées. Non, absolument pas. Ce soir, mon ami, on parle de plusieurs sujets, mais on va commencer avec le sujet principal de la soirée. C'est l'étrange affaire Travis Walton. Oui, je ne sais pas si tu connais cette histoire-là. Tu m'en as déjà parlé. OK. Si on demandait aux gens qui s'intéressent au phénomène des ovnis de nommer les 5 meilleures histoires d'ovnis qu'ils connaissent, je peux t'assurer que l'affaire Travis Walton sera du nombre. Ouais, c'est une personne qui avait été enlevée par les extraterrestres. Qui avait été enlevée par des extraterrestres. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, à pareille date, il y a 45 ans, les autorités policières de Snowflake en Arizona étaient sur les dents. Ils étaient à la recherche de ce jeune bûcheron, début de la vingtaine, Travis Walton, qui travaillait avec 6 compagnons dans la forêt. Dans les White Mountains de l'Arizona. Et là, ses compagnons ont dit, ben voilà, Travis Walton a disparu et puis il va rester invisible pendant 5 jours. Donc, au moment où on se parle, l'affaire a débuté le 5 novembre 1975. Donc, aujourd'hui, 6 novembre, on en est à la première journée de la disparition de Travis Walton. Donc, c'est une histoire qui est considérée par les amateurs d'ovnis comme une des 5 meilleures histoires d'ovnis. Comme je l'ai toujours dit, il y a des pour et des contre dans n'importe quelle histoire. L'histoire de Travis Walton est loin d'être une histoire en béton. Il y a des failles énormes dans cette histoire-là. Il y a des éléments pour, bien sûr, mais il y a des éléments contre. Et c'est un peu ce qu'on va présenter en deuxième partie d'émission. Je vais préparer une petite capsule audio. Je sais que ça déplaît à certains, ça plaît à d'autres, mais on peut pas faire plaisir à tout le monde. Ouais. Donc, sur 20 minutes, je vais raconter cette histoire de Travis Walton, une histoire tout à fait extraordinaire. Et ensuite, on analysera les pour et les contre. Et je prendrai pas position, je laisse les gens choisir s'ils veulent croire le récit de Travis Walton ou s'ils veulent simplement l'ignorer ou le considérer comme une supercherie. Libre à eux, je vais essayer de présenter de manière le plus détachée possible les éléments pour et les éléments contre, ce que tu ne trouveras pas généralement dans les documentaires, hein. Quand j'ai commencé à parler de l'affaire Travis Walton sur ma propre page web, je voulais un peu tester le pouls. Et là, je voyais des gens qui me disaient « Ah ouais, il y a tel documentaire, tel documentaire. » Tous ces documentaires sur Travis Walton, je les ai vus et tous ces documentaires-là nous mentent. Tous ces documentaires-là, il y a plein d'éléments qui ne sont pas dits, puis que je vais vous dire ce soir. Donc, à partir de là, vous ferez votre choix. Mais puis je suis pas là pour déboulonner l'histoire de Travis Walton. Je suis vraiment là pour essayer de présenter de manière le plus objective possible les éléments pour et les éléments contre. Puis tu m'avais parlé un peu de Travis Walton, mais on avait parlé à ce moment-là, je me souviens bien, d'un film qui s'était inspiré de cette histoire-là. C'est un film début 90, Fire in the Sky, je pense. Fire in the Sky, 1993. D'ailleurs, parmi les films, la semaine dernière, quand on a demandé aux gens de nous mentionner des films qui les avaient le plus terrifiés, plusieurs d'entre eux ont mentionné justement Fire in the Sky.
donc qui est un film pas vraiment classé horreur. J'aurais plutôt tendance à le classer dans les films de science-fiction, comme le sont la plupart des films sur les ovnis. Mais c'est vrai qu'il y a une séquence lorsque Travis Walton se réveille dans le vaisseau spatial et qu'il est agressé par des individus. On a quasiment l'impression que ce sont des médecins nazis d'outre-espace. Donc, ils vont faire passer un mauvais quart d'heure à Travis Walton et les scènes sont bien filmées puis elles sont assez terrifiantes. Hein? C'est un mélange à la fois d'éléments futuristes puis en même temps d'éléments qui appartiennent un peu à notre propre culture. Tu sais, c'est toujours épeurant de voir quelqu'un qui te demande d'ouvrir la bouche avec un marteau et un clou. Tu sais. C'est un peu ça. Là. On sait exploiter ces éléments-là. Il y a des éléments qui nous terrifient. Le stainless steel en particulier, hein, parce que ça nous rappelle dans l'imaginaire tous les éléments de dentiste, de chirurgie, etc. Et dans le film de Travis Walton, Fire in the Sky, on a beaucoup récupéré des éléments comme ceux-là, donc qui ajoutent bien sûr dans l'imaginaire une espèce de peur indescriptible. Donc c'est le film, tu le mentionnes, Fire in the Sky est inspiré de l'affaire Travis Walton. On a quand même pris d'énormes libertés sur lesquelles je vais revenir quand on va parler de l'affaire Travis Walton. Donc c'est une histoire qui est un grand événement qui a marqué l'ufologie des années 1970. Je te dirais là, pendant presque une décennie, l'affaire Walton était de toutes les conversations. Dès qu'on abordait, je sais, j'y étais là, dans les années 70, c'est l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là. Et je peux t'assurer que quand les gens se réunissaient entre nous, dans les 5 premières minutes de nos conversations, il y avait « Vous pensez quoi de Travis Walton ?» Donc, ça revenait continuellement. Donc, on va essayer de décanter cette histoire-là. Il faut dire que Walton, pour te le situer un peu le personnage, il est assez sympathique. Je l'ai rencontré à quelques reprises. Il s'est beaucoup consacré à au congrès sur les ovnis. Il a participé, je dirais, à un congrès sur 2 aux États-Unis sur les ovnis. On retrouve Travis Walton. Il est même venu dans des congrès, notamment du côté de l'Ontario. Il y a eu des congrès sur les ovnis qui ont été invités. Travis Walton a été invité à plusieurs d'entre eux. Moi, je l'avais rencontré, je ne me rappelle plus trop, dans le cadre de l'émission Enquête sur les ovnis ou Force obscure. Donc, j'avais fait une entrevue avec lui. On est allé visiter l'endroit où l'affaire s'est produite, là, dans les montagnes de l'Arizona, là, près de Snowflake. Et puis bon, ben évidemment, j'ai mon opinion sur l'affaire Walton. Je vais en parler. Ça fait partie des éléments pour, les éléments contre. Mais c'est une très bonne histoire. Je dois t'avouer, Yannick, que si tu me demandais là, les meilleurs, sans prendre position, là, j'y crois ou j'y crois pas, mais vraiment là, parmi les bonnes histoires d'OVNI, l'affaire Travis Walton, c'est quand même quelque chose qui tient un peu le haut du pavé. Là. C'est parmi les vraies bonnes histoires d'OVNI. Ouais. Donc on pourra en reparler. Puis bon, comme les gens ont parlé la semaine dernière de Fire in the Sky. Et comme aujourd'hui on marquait, le week-end marque le 45e anniversaire de cet événement-là, qui continue beaucoup d'alimenter les conversations dans le domaine des ovnis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas consacrer une émission à l'affaire de Travis Walton. Et puis, on va parler aussi un petit peu de l'OVNI de la place Bonaventure. Ouais, simplement un rappel des faits, hein, parce que là aussi, on marque un anniversaire. Hein, demain, ce sera le 30e anniversaire de l'OVNI de la place Bonaventure. Il y a à peu près 2 ans, on avait fait une émission, là, c'était en novembre, de mémoire, là, c'était en novembre 2018, on avait consacré une émission à l'affaire de l'OVNI de la place Bonaventure. Et on avait reçu pour l'occasion Robert Alessandri, qui lui avait développé, en fait, il avait développé, mais il n'est pas le seul. En Europe, il y a en fait deux individus qui sont beaucoup concentrés sur une hypothèse dans le cas de l'OVNI de la place Bonaventure. Donc, il y avait ce Robert Alessandri, qui lui a repris en fait une hypothèse qui avait été proposée au milieu des années 2000 par un Belge qui s'appelle Wim van Utrecht. Et Utrecht lui proposait comme idée que l'OVNI de la place Bonaventure, et c'est une hypothèse, on le mentionne bien parce que faut se le dire, après 30 ans, la possibilité d'avoir une solution bien tranchée, c'est à peu près impossible. Donc on doit simplement évaluer les hypothèses qui sont proposées. Et comme je le dis souvent, à partir d'une hypothèse, on doit aller de l'hypothèse la plus vraisemblable vers la moins vraisemblable. Et une des hypothèses qui avait été proposée, et qui fait beaucoup de sens, c'est l'hypothèse des piliers lumineux. Donc ça, j'expliquerai un peu de quoi il s'agit le moment venu, là, mais qu'on parle de l'OVNI de la place Bonaventure. Puis j'expliquerai un peu quelle est cette hypothèse, pourquoi moi je trouve que c'est une hypothèse défendable, mais je peux comprendre que les gens n'y adhèrent pas. Puis je le sais, la dernière fois qu'on en avait parlé, écoute, j'étais l'objet d'une campagne de dénigrement épouvantable sur les réseaux sociaux, notamment alimentés par des ovnis. J'étais le pire individu sur Terre d'avoir osé remettre en question la nature
signature extraterrestre de l'OVNI de la place Bonaventure. J'étais presque... Écoute, il y avait Adolf Hitler au numéro 1, puis moi j'étais juste en dessous. Fait que bon... C'est vrai que dans ce milieu-là, il y a des ufologues qui sont tout à fait zélés du genre. C'est vrai que pour beaucoup d'entre eux, hein, l'OVNI de la place Bonaventure, c'est un peu comme le Saint Graal. Donc, ne touchez pas à mon OVNI de la place Bonaventure. Mais je pense que les gens sont capables de réfléchir là-dessus. Puis, une hypothèse, c'est une hypothèse. On doit l'évaluer, regarder est-ce que ça correspond aux faits, puis pourquoi défendre celle-là plus qu'une autre. Puis je laisse les gens, je pense que les gens qui nous écoutent sont assez intelligents pour faire leur choix eux-mêmes, puis de décider ce qu'ils voudront bien croire. Parfait. On passe maintenant à l'actualité de la semaine. On parle de la planète Terre et de ses possibles jumelles. Et on fait beaucoup dans l'Alien dans cette semaine, l'extraterrestre. Écoute, c'est pas la première fois qu'on en parle, et à chaque fois, c'est toujours des nombres un peu astronomiques. Hein. C'est combien y a-t-il de planètes qui peuvent ressembler à la Terre dans l'univers et combien de ces planètes-là peuvent-elles abriter de la vie? Et c'est vrai que c'est un débat qui fait rage, et en particulier depuis les 4 ou 5 dernières années, parce que on a découvert, d'abord dans un premier temps, on a découvert des exoplanètes, donc des planètes qui gravitent autour d'autres soleils. Et non seulement on a découvert des exoplanètes, ce qui est déjà franchement extraordinaire, parce que moi je me rappelle quand j'allais à l'école, ça fait très longtemps, mais quand j'étais à la petite école, on ignorait, Yannick, si le modèle de notre système solaire était un modèle courant ou si c'était une exception. Donc l'idée d'un soleil avec des planètes qui gravitent autour, quand j'étais jeune, il y en avait 9, Pluton avait encore son statut de planète, elle a été rétrogradée maintenant à planétoïde. Donc on avait un soleil et des planètes qui gravitaient autour. La logique, hein, dans le domaine de l'astronomie et de l'astrophysique, la logique voulait que probablement il y avait d'autres étoiles avec d'autres planètes autour, mais on ne l'avait jamais observé. Ça restait hautement spéculatif. Et au cours des dernières années, avec l'avènement de télescopes spatiaux, l'avènement de nouvelles technologies dans le domaine de l'astrophysique, on a non seulement découvert qu'il y avait presque autour de toutes les étoiles susceptibles qui étaient suffisamment stables pour développer des planètes autour, la plupart d'entre elles avaient effectivement des planètes. Donc on en est aujourd'hui, grosso modo, je te dirais, à 5000 exoplanètes d'identifier. Donc 5000 planètes qui gravitent autour de d'autres soleils. Et de ce nombre, ça varie entre 50 et 100 le nombre de planètes qui ressemblent à la Terre et qui sont placées dans des zones de vie. Donc, ce sont des planètes de roche, qu'on dit planètes telluriques, parce qu'il faut savoir que dans notre propre système solaire, on a des planètes qui ne sont que des planètes gazeuses. Hein. Jupiter, Saturne, il n'y a pas de surface là-dessus. Ce ne sont que d'immenses boules de gaz. Si tu envoies un vaisseau sur Jupiter, il ne se posera pas sur rien. Il va être broyé à travers les gaz infernales qui composent la planète. Donc, des planètes de roche, on dit planètes telluriques. Donc, les planètes dont je te parle, des exoplanètes semblables à la Terre, ce sont bien sûr des planètes telluriques. Et pourquoi elles ressemblent à la Terre? Parce qu'elles ont à peu près la dimension de la Terre, elles ont un mouvement rotatif sur elles-mêmes, parce qu'il faut savoir que la rotation de la Terre, elle est très importante pour le développement de la vie, parce que si c'est toujours la même face de la planète qui est devant le Soleil, bien évidemment, ce côté-là va surchauffer. L'eau à sa surface, s'il y a de l'eau, va s'évaporer. De l'autre côté, l'eau va demeurer trop froide et va devenir de la glace. Et pourquoi je mentionne de l'eau? Ben, tu auras bien compris qu'une planète, si elle est dans la zone de vie, donc dans une zone pas trop près du Soleil pour que l'eau s'évapore, pas trop éloignée pour que l'eau devienne de la glace, et elle doit tourner sur elle-même pour que la température se maintienne de manière assez stable sur toute sa surface. Donc on a une planète en zone de vie, et si elle est dans zone de vie et qu'il y a de l'eau, l'eau étant un des éléments essentiels à l'éclosion de la vie telle qu'on la connaît. Hein. C'est bien important de se rappeler qu'on n'a qu'un seul modèle pour bien comprendre l'apparition de la vie et son développement, puis c'est le modèle qui est le nôtre. Puis c'est probablement ce modèle-là qui prévaut dans l'univers parce que les éléments qui composent la vie sur Terre, ce sont des éléments qui sont excessivement répandus dans le cosmos. Hein. L'hydrogène, l'oxygène, le méthane, ce sont des éléments qu'on retrouve un peu partout. Donc ces éléments-là, c'est plus facile d'imaginer une planète où il y aurait ces éléments-là réunis que d'imaginer une planète où il y aurait par exemple de la silice et de l'ammoniac ou des trucs comme ça, qui pourraient peut-être permettre des réactions biochimiques, mais ce sont des éléments beaucoup plus rares, donc la possibilité qu'ils se retrouvent dans un même endroit semble plus difficile. Donc, on était un peu à ce niveau-là, et là, c'était la porte ouverte à toutes les spéculations. Et là, voilà que cette semaine, j'ai fait un grand détour, là, mais cette semaine, la NASA a fait une annonce qui un peu resserre cette vision-là.
Et parce que quand on parle de planètes qui ressemblent à la Terre, je le comprends pour moi, pour toi et pour tous les gens qui nous écoutent. L'idée, c'est, OK, on a une planète qui ressemble à la Terre. Est-ce qu'il y a de la vie? Est-ce que cette vie-là est une vie intelligente? C'est ça la grande question. Sommes-nous seuls? Hein? C'est ça qu'on se pose comme question. Or, même si on a des exoplanètes, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a de la vie. Et c'est un peu cette façon de penser nouvelle, je dirais, que la NASA a annoncé cette semaine. C'est dans un article qui sera à paraître très prochainement dans le magazine d'astronomie. Et la NASA dit, voici, ce qu'ils ont fait une méta-analyse reprenant toutes les données transmises par les télescopes Kepler et Gaia, donc 2 télescopes spatiaux qui sont en orbite depuis plusieurs années. Donc, on a fait une méta-analyse de toute l'information colligée entre 2009 et 2018. Et là, à partir de là, les scientifiques ont dit, il y a quand même des étoiles qui, même si elles ont des planètes, je pense notamment tout près, l'étoile la plus proche de notre Soleil, c'est l'étoile Proxima du Centaure, qui se trouve à 4 années et demie-lumière de la Terre. Et il y a quelques années, les scientifiques ont identifié autour de Proxima du Centaure une planète qui est une planète tellurique, qui a à peu près la taille de la Terre et qui se trouve dans la zone de vie du Soleil. Et là, évidemment, ça nous a fait fantasmer. On s'est dit, l'étoile la plus proche de nous, il pourrait y avoir une planète où il y a de la vie dessus et peut-être même une civilisation. Mais là, avec les données transmises par les satellites, les télescopes, pardon, la NASA a comme resserré ses critères en disant, il faut faire attention parce que c'est pas nécessairement, il faut un temps. Hein. La vie est un long processus. Or, dans toutes les étoiles qui sont observées, elles ne sont pas toutes propices à avoir des planètes où pourrait se développer de la vie, parce qu'il faut que l'étoile soit aussi très stable. Hein, c'est un long processus. Donc une étoile, par exemple, comme Proxima du Centaure, qui se trouve à 4 années-lumière et demie de la Terre, c'est une étoile, c'est ce qu'on appelle une naine rouge. Les naines rouges, elles ont des périodes de crise, si je puis dire. Donc elles sont stables pendant un moment, et puis soudain, elles vont augmenter, hein, elles rentrent un peu dans une période de colère, et là, donc, elles augmentent leur température, elles augmentent leur rayonnement. Donc, s'il y avait une planète qui gravitait autour, même si cette planète était propice à développer des formes de vie, ces formes de vie se retrouveraient soudainement, si elles avaient le temps de se développer, ne serait-ce qu'au niveau micro-organique, elles seraient balayées par cette tempête de leur soleil. Tu comprends? À partir du moment où le soleil augmente sa température et son rayonnement, toute forme de vie va disparaître. Donc, les scientifiques ont comme resserré le modèle. Ils ont dit, attention, quelles sont les étoiles qui sont susceptibles de demeurer suffisamment stables pour avoir des planètes qui gravitent autour et qui permettraient non seulement l'éclosion d'une forme de vie, mais elles demeuraient assez stables pour que la vie évolue jusqu'à un stade intelligent. Puis encore là, on a beaucoup d'inconnus dans cette spéculation parce que l'intelligence des êtres humains, on ne sait pas si cette intelligence-là, c'est un accident de la nature ou si c'est un processus naturel. Est-ce que lorsque la vie se développe ailleurs, est-ce qu'elle amène obligatoirement l'apparition de formes de vie intelligentes ou est-ce qu'elle demeure finalement statique? Est-ce que l'intelligence, qu'est-ce qui définit l'intelligence et comment apparaît-elle cette intelligence? Et on n'a encore une fois qu'un seul modèle, c'est le nôtre, notre modèle. Alors, comme on spécule, peut-être qu'il y a de la vie partout ailleurs dans l'univers. Il y a peut-être des millions, des milliards de planètes qui ont de la vie, mais peut-être que la Terre est la seule planète où la vie a donné naissance à une forme de vie intelligente. Et ça, on ne le sait pas. Donc, on spécule, mais à partir de là, donc, les chercheurs ont identifié des étoiles de type naine jaune, qui sont du même type que notre Soleil, c'est-à-dire des étoiles. Puis notre Soleil, il faut le savoir, hein, il a 4,6 milliards d'années en ce moment. Puis les scientifiques évaluent qu'il est probablement à la moitié de sa vie. Donc, il lui reste un autre à peu près 5 milliards d'années à vivre. Donc, et il est très, très stable. Donc, ce sont des étoiles comme celle-là qu'il faut regarder si on cherche des planètes où il y aurait des formes de vie. Donc, à partir de là, uniquement dans notre système solaire, donc la NASA a éliminé les naines rouges, les étoiles qui étaient trop instables, les étoiles trop jeunes, les étoiles trop vieilles, et puis on a finalement resserré ça. Et d'après toi, combien y aurait-il d'étoiles dans notre galaxie susceptibles d'avoir des planètes? Parce on sait qu'il y a des étoiles de type naine jaune, et on estime qu'une étoile sur deux a des planètes
qui gravitent autour et qui pourraient être dans la zone de vie. Alors, d'après toi, combien on en a? J'oserais même pas m'avancer de peur d'avoir de l'air trop ridicule, là. Mais mettons, je sais pas, 11 milliards. Voilà, c'est un peu beaucoup, mais on a comme... c'est un peu beaucoup, mais on a quand même dégraissé le chiffre à 300 millions de planètes. Et là, Yannick, je ne parle que de la Voie lactée, là. Je parle que de notre galaxie. Okay. Et on ignore combien il y a de galaxies dans l'univers. Hein, moi, je calculais toutes, là. Ah, oui, c'est bien pour ça. Ah, t'étais pile point dessus. dessus. Dû le dire avant, si vous voulez une bonne réponse. Ben oui. Ça prend une question claire. Donc, on a évalué uniquement, parce que comme l'univers est infini, on n'a pas le nombre total de galaxies, on ne sait pas combien il y en a. Mais si on regarde que notre galaxie, la Voie lactée, on a à peu près 600 millions d'étoiles qui sont de type naine jaune, comme notre Soleil. Et comme une planète sur deux, une des étoiles sur deux doit avoir des planètes qui gravitent dans la zone de vie, donc semblables à la Terre, on estime donc à 300 millions de planètes. Les plus proches de nous, donc ces naines jaunes, les plus proches de nous, susceptibles d'avoir de telles planètes, sont situés à peu près entre 20 et 30 années-lumière de la Terre. Et bon, comme je l'ai mentionné, pour les détails de tout ça, les gens qui le sujet intéresse, tout ça sera publié dans les prochains jours dans l'Astronomical Journal. Mais en même temps, cette nouvelle, elle est intéressante pour un autre élément. On le sait, on en a souvent parlé en ondes. Il y a une recherche excessivement dynamique pour essayer de trouver des signaux radio d'origine extraterrestre. Et ce projet-là, il est né dans les années 60, c'était le projet SETI, et il existe toujours aujourd'hui. Hein, parfois, il a été très, très ambitieux, parfois il est devenu plus modeste, mais bon, en fonction des fonds, parce que c'est un projet qui est principalement financé par des fonds publics de la NASA, mais également par des fonds privés. Donc, le projet SETI cherche donc des signaux radio. On écoute l'espace dans l'espoir de capter un signal radio qui pourrait être de nature ou d'origine extraterrestre. Donc, à partir des nouveaux chiffres de la NASA, je peux t'assurer que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, le projet SETI, qui continue d'écouter les étoiles, vont davantage concentrer leurs efforts sur les étoiles de type naine jaune, puisque ce sont les étoiles les plus propices à développer des civilisations de type intelligente, puisqu'elles sont stables, et comme le processus il est très très lent, on doit s'orienter vers ça. Et c'est également vers ces étoiles qu'on va se tourner pour chercher ce qu'on appelle des biosignatures. Maintenant, on a les équipements nécessaires, on peut faire plus qu'écouter une étoile ou écouter des planètes, on peut également les regarder. Et quand on les regarde, plusieurs d'entre elles, comme la Terre, comme c'est le cas également avec Vénus, ces planètes sont entourées d'atmosphères. Et grâce à des télescopes, des radiotélescopes, on peut aussi décanter l'atmosphère de ces planètes-là. Donc, essayer de déterminer quels sont les gaz qui les composent. Donc, si on trouve, par exemple, une planète où il y a des variations dans ces gaz et où dans lesquels on retrouve, par exemple, beaucoup d'oxygène. Beaucoup d'oxygène, il faut savoir, à peu près saturé à 20% d'oxygène si on compare, par exemple, la vie sur la Terre. On peut essayer de découvrir s'il n'y a pas des traces de gaz qui seraient des traces qui seraient causées par de la pollution, ce qui indiquerait que sur cette planète-là, il y a peut-être une activité industrielle. Donc, s'il y a une activité industrielle, tu comprends bien il faut obligatoirement qu'il y ait une civilisation qui se soit développée sur cette planète, et c'est ce qu'on appelle les biosignatures. Donc aujourd'hui, on a les équipements pour faire ça, et à partir de ces nouvelles données de la NASA, on va davantage, si on se met à la recherche de biosignatures, on va davantage chercher auprès de ces étoiles de type naine jaune. Donc on vient un peu de resserrer les éléments de cette recherche de vie extraterrestre, tant pour les signaux radio que pour les biosignatures. Et les scientifiques de la NASA se sont un peu avancés, mais ils croient que d'ici, grâce à la technologie dont on dispose, ils croient que d'ici 2030, donc c'est pas très loin, dans 10 ans, au maximum, on devrait avoir une réponse claire sur l'existence de possibles vies extraterrestres. Anna nous écrit « Bonjour Yannick et Christian, j'ai entendu Christian dire qu'un jour le soleil disparaîtra. Qu'adviendra-t-il de la Terre? » Oh, je te laisse y répondre. Anna a 12 ans, Christian. Anna, la Terre va disparaître aussi. Parce que les étoiles, quand elles disparaissent généralement de deux façons.
pas les planètes, mais les étoiles, c'est ça, elles disparaissent de deux façons. Elles peuvent exploser. Quand elles explosent, elles deviennent ce que les astrophysiciens appellent des supernovas. Donc, c'est une explosion. Évidemment, dans cette explosion, toutes les planètes qui gravitent autour sont emportées dans le flux de l'explosion. Donc, ça, c'est la supernova. Dans d'autres cas, les étoiles deviennent de plus en plus denses et elles vont s'effondrer sur elles-mêmes. Elles vont imploser et devenir de plus en plus denses. Et dans certains cas, même ces étoiles deviennent tellement denses qu'elles vont déformer le tissu de l'espace et créer un trou noir. Et là, bien sûr, tout ce qui gravite à proximité du trou noir va être ravalé dans le trou noir. Donc, quel que soit le sort de notre Soleil dans à peu près 5 milliards d'années, probablement qu'il va se terminer en supernova, c'est la prédiction des astrophysiciens, et s'il se termine en supernova, l'explosion va entraîner toutes les planètes qui gravitent autour. Mais il faut quand même se le dire, Yannick, c'est pas un processus qui va se produire en une journée, tu comprends? Donc, avant que tout ça se produise, dans les derniers milliards d'années de la Terre, le Soleil, le Soleil va commencer à altérer, il va émettre des rayonnements plus grands. Donc, à ce moment-là, on peut déjà prédire que toute vie sur Terre aura cessé d'exister. Donc, peu à peu, quand le Soleil va mourir, avant même qu'il meure, quand il va entrer dans son agonie, la vie sur Terre va disparaître. Bon vendredi, Anna. Signaux radio extraterrestres. Oui, justement, on en a parlé de ces fameux signaux radio extraterrestres que les gens du CETI recherchent. Il y a quelques années, en fait, tout ça a commencé en 2007 à peu près. Des scientifiques ont capté des signaux radio qu'ils ont appelés des sursauts radio rapides. En anglais, c'est des fast radio bursts. Et c'est comme une espèce d'explosion d'ondes radio qui dure quelques millisecondes. Mais c'est tellement inhabituel que les premiers scientifiques qui ont noté ça en 2007 se sont dit « Mais qu'est-ce que c'est ce signal radio? » Et non seulement depuis 2007, donc au moment où on a enregistré ces premiers sursauts radio rapides, on s'est aperçu que certains d'entre eux revenaient à intervalles réguliers. Donc, la nature, par définition, elle n'est pas régulière. Et donc, à partir du moment où on a des signaux radio qui reviennent de manière régulière, on se dit, il doit y avoir quelque part là-dedans de l'intelligence, une motivation, un contrôle, un dessin particulier. Donc, on s'est beaucoup questionné sur la nature de ces fameux fast radio bursts ou sursauts radio rapides. Et puis, voilà que le 27 avril dernier, des scientifiques ont réussi à percevoir l'un de ces sursauts radio, mais en provenance de notre propre galaxie. Donc, ceux qu'on avait observés ou enregistrés plus tôt venaient d'ailleurs, de d'autres galaxies. Donc, trop éloignés pour connaître l'origine et bien sûr la nature de ce signal-là. Mais le 27 avril dernier, un signal radio semblable a été capté. Et bien sûr, comme on ne savait pas ce que c'était pas exclu qu'il puisse s'agir de tentatives de communication par des civilisations extraterrestres. Donc, c'était très excitant. Et puis, voilà que les chercheurs ont publié un papier ces derniers jours en disant attention, en fait, c'est un papier qui est paru dans Nature, le très prestigieux magazine Nature, et là, ils nous disent maintenant, on sait ce que c'est. Ce ne sont pas des extraterrestres qui tentent de communiquer avec nous. Ce sont des signaux qui proviennent de ce que les scientifiques appellent un magnétar. Et un magnétar, c'est une étoile à neutrons avec un champ magnétique excessivement intense. Et ce que ça produit, c'est un peu comme si on avait un élastique que l'on tirait, et à un moment donné, on arrive au point où tout va lâcher, clac. Et au moment du claquement, donc c'est une pression, c'est comme une espèce de compression, et il y a un claquement, et le claquement entraîne ce sursaut radio rapide. Si on connaît maintenant la source du signal, on sait donc que ce n'est pas des extraterrestres qui tentent de communiquer avec nous, mais ce sont vraiment des étoiles d'un type particulier. Puis c'est amusant parce que dans les années 70, Yannick, on avait capté également des signaux qui étaient réguliers. C'était pas des sursauts radio rapides, mais c'était comme un signal radio qui pouvait durer quelques secondes puis qui s'arrêtait et qui revenait de manière régulière. Et comme je l'ai mentionné, quand c'est régulier, c'est un peu inquiétant. Inquiétant
inquiétant ou inspirant si tu cherches des signaux radio extraterrestres. Et on avait découvert, et c'est comme ça qu'on a découvert les pulsars. Hein, donc des étoiles qui un peu vont émettre un signal radio, un peu comme un phare qui tourne. Hein, donc tu vas te retrouver soudainement dans le faisceau de lumière du phare. Il va continuer à tourner, il va revenir. Donc les pulsars, ce sont des étoiles qui ressemblent à des phares. Et quand tu te retrouves vis-à-vis le jet de lumière, ben là tu reçois une onde radio. Et c'est comme ça qu'on a découvert les pulsars, parce que ils émettaient des ondes radio de manière relativement régulière. Donc ici, notre fameux sursaut radio rapide, il ressemble un peu à ça, même si la mécanique est assez différente. Et quand je dis mécanique, il faut s'entendre, les scientifiques dans cet excellent article, comme je l'ai mentionné, qui paraît dans Nature, ils mentionnent bien que maintenant, on a identifié le signal radio, on a identifié le type d'étoile qui en est la cause, mais la mécanique reste encore mystérieuse. Mais on sait maintenant, on peut exclure qu'il s'agit de tentatives de communication par les extraterrestres. Même si pendant un temps, on y a cru, c'était pas l'hypothèse favorisée par les astrophysiciens, mais elle n'était pas exclue. Hein. Les sursauts radio rapides étaient peut-être des tentatives de communication. Maintenant, on sait que c'est pas le cas. Ce qui nous ramène finalement à la grande question, a-t-on jamais reçu un signal radio d'origine extraterrestre? Malheureusement, si on élimine peu à peu tous ces signaux radio inquiétants, étranges, exotiques, ben on découvre que finalement, il reste pas grand-chose. Jusqu'à maintenant... Il y a le wow. Ouais, voilà, c'est mon Dieu, t'es donc bien éduqué, mon Yannick. Ben oui. Effectivement. Donc, on se retrouve à peu près avec une dizaine de signaux radio très intéressants. Le plus intéressant étant le signal radio WOW. Donc, je le rappelle un peu pour les auditeurs parce qu'on en a déjà parlé. On est le 15 août 1977. Ce sont des en entrant le matin au radiotélescope, on est de mémoire, je pense que c'est le radiotélescope de l'Ohio. Donc, les scientifiques rentrent. Et c'est un type qui s'appelle Jerry Hyman. Et en voyant, c'était l'époque où les données étaient imprimées sur du papier avec des imprimantes. Donc, il reprend tout ce paquet de feuilles de papier qui s'est empilé au pied de l'imprimante. Et là, en regardant ça, on peut imaginer, par exemple, c'est un peu comme un encéphalogramme. Donc, c'est un tracé hein, avec de l'encre. Et là, il y a une espèce de sursaut que l'on voit dans ce signal-là. Et Hyman est si surpris qu'il entoure le signal et il écrit dans la marge du papier « Wow », W-O-W, avec un point d'exclamation. Et ce signal « Wow » va devenir le signal par excellence pour dire « On a peut-être été contacté par une civilisation extraterrestre ». Il faut quand même dire qu'on a tourné les radiotélescopes à nouveau vers l'endroit du ciel d'où venait le fameux signal WOW, qu'on n'a jamais recapté à nouveau. Ça a été une expérience unique. Et d'autres hypothèses ont été avancées pour expliquer le signal WOW. Certains ont dit que ça pourrait peut-être provenir d'une comète, donc un signal radio qui aurait été envoyé dans l'espace, peut-être même depuis la Terre, aurait rebondi sur une comète avant de revenir vers nous, ou un signal radio émis par une autre étoile, comme un pulsar par exemple, qui aurait pu frapper un objet en mouvement dans l'espace, un géocroiseur, et puis finalement revenir vers nous. Donc, il y a des hypothèses qui sont beaucoup moins exotiques que le signal radio extraterrestre, mais pour l'instant, le signal radio WOW garde un peu de son mystère. Je dis un peu de son mystère, et on a peut-être une dizaine d'autres signaux, moins intéressants que WOW, mais quand même une dizaine de signaux pour lesquels on se creuse un petit peu la tête et qui sont peut-être des signaux radio qui pourraient, je dis bien qui pourraient être d'origine extraterrestre, mais jusqu'à maintenant, il faudrait pouvoir entendre à nouveau ces signaux-là, donc reproduire l'expérience jusqu'à maintenant, ce qui ne s'est pas fait. Donc, on est en présence de signaux qui ont été entendus de manière unique, donc, et trop brefs pour pouvoir déterminer s'ils étaient envoyés de manière intelligente ou s'il y avait derrière ça quelque chose de plus soutenu sur le plan mathématique. Et on termine rapidement avec nos actualités de la semaine. On parle du monstre du Loch Ness. Le monstre du Loch Ness. Une bonne histoire ne meurt jamais. et on peut comprendre, par exemple, parce que en Écosse, le monstre du Loch Ness, pour les gens qui nous écoutent, c'est une créature, un monstre lacustre qui vivrait dans le Loch Ness, un lac qui se retrouve dans le nord de l'Écosse. Et donc depuis des siècles, parce que les premières histoires du monstre datent du Moyen Âge. Et là, donc, on a l'impression que ce monstre vit depuis 1500 ans, ou à tout le moins depuis au moins 1500 ans dans les eaux du Loch Ness. Et
il faut quand même le dire. L'an dernier, il y a un scientifique, un Neil Gamel de l'université de la Nouvelle-Zélande, l'année d'avant, donc on est en 2018, il se rend au Loch Ness et Gamel va prendre des échantillons d'eau du Loch Ness pour faire ce qu'on appelle une analyse de l'ADN environnemental. Donc, dans tous les êtres vivants polluent d'une certaine façon leur environnement, parce qu'on perd des morceaux de peau, parce qu'on urine, parce qu'on défecte. Donc, on va éventuellement contaminer notre environnement. Et la science permet aujourd'hui, donc, à partir d'un échantillonnage d'un environnement, de déterminer les animaux qui vivent dans cet environnement-là. Donc, 2018, Neil Gamel, de l'Université Otago, en Nouvelle-Zélande, comme j'ai mentionné, se rend au Loch Ness, prend des échantillons d'eau et va faire donc des analyses de ça. Et puis, été 2019, donc l'an dernier, il annonce ses résultats, malgré tous les échantillons d'eau qu'il a pris dans le Loch Ness, il n'a pas trouvé d'animaux inconnus. Donc, toutes les références ADN, toutes les signatures ADN qu'il a pu voir là-dedans correspondent toutes, à des animaux identifiés, connus de la zoologie. Et ce qui a surpris Neil Gamel, c'est qu'il y avait notamment une forte prépondérance d'ADN d'anguilles. Donc, il y a beaucoup plus d'anguilles dans le Loch Ness qu'on le croyait. Les riverains le savaient, là. Donc, les gens qui vivent sur le bord du Loch Ness savent qu'il y a beaucoup d'anguilles dans le Loch Ness. Mais Neil Gamel lui dit, il y en a beaucoup plus que vous pensez. Et donc, ces anguilles, dont les tailles peuvent parfois peut-être atteindre 3, 4, 5 mètres de long, ben peut-être que ces anguilles, il y aurait des types d'anguilles qui pourraient atteindre des tailles presque géantes et pourraient alimenter, puis quand je dis géante, entendons-nous, on parle de 4 mètres, pas quelque chose de 30 mètres, là. Et ces anguilles, donc, pourraient surprendre un pêcheur ou un individu en bateau sur le Loch Ness et donner naissance ou alimenter les récits du monstre du Loch Ness. Mais Neil Gamel est catégorique et la preuve scientifique, elle est irréfutable, indiscutable. Il n'y a pas d'animaux inconnus dans le Loch Ness. Point barre. Donc le monstre du Loch Ness, c'est ça. Et pourtant, une bonne histoire ne meurt pas parce qu'il faut quand même savoir que l'industrie touristique de cette région de l'Écosse repose beaucoup sur... Et c'est sûr qu'en 2020, le tourisme a été un petit peu plus chancelant et on le comprend. C'était comme ça partout ailleurs. Mais c'est vrai que l'industrie touristique vit beaucoup avec le monstre du Loch Ness. Il injecte quand même dans l'industrie locale quelque chose comme 200 millions de dollars. Donc, tu comprends que si on nous dit qu'il n'y a pas de monstre dans le Loch Ness, c'est pas trop bon pour l'industrie touristique. Les taxes municipales vont augmenter. Mais cela étant dit, il y a toujours des récits de gens qui disent « Ah, je suis allé au Loch Ness, puis j'ai vu quelque chose de mystérieux et d'étrange. » Et là, on a comme un coup sur coup, un doublé. Donc, le 30 septembre dernier, il y a un type qui s'appelle Ronald Mackenzie, qui dirige une compagnie qui s'appelle le Loch Ness Cruise, et il amène donc des touristes sur le Loch Ness. Et voilà que le 30 septembre dernier, il a un appareil, un sonar, qui permet de déterminer la profondeur du Loch Ness. Et là, à un moment donné, en se promenant, se baladant avec son bateau près d'un endroit qu'on appelle la baie d'Urquhart, où il y a une espèce de château, il a détecté une profondeur d'à peu près 170 mètres. Donc, et le fond, il faut savoir que le fond du Loch Ness à cet endroit atteint la profondeur de 190 mètres. Donc, quelque chose tout près du fond du Loch Ness, une forme qui faisait à peu près, une forme, entendons-nous, sur le sonar, c'est un point, c'est une tache qui fait à peu près 10 mètres de long. Et cette forme a été visible pendant à peu près 10 secondes. Donc, évidemment, pour les amateurs des histoires du Loch Ness, cet écho sonore s'est retrouvé dans les médias. Est-ce que finalement, on avait capté un écho sonore du monstre du Loch Ness? En faisant fi, bien sûr, du fait que le docteur Gamel, l'année d'avant, a dit qu'il n'y avait pas de monstre dans le Loch Ness, mais ça, on a vite oublié ça. Donc, on s'est dit, est-ce que l'écho sonore pourrait être celui du monstre du Loch Ness? Et puis voilà que la semaine dernière, le même Ronald Mackenzie, encore une fois à bord de l'un des bateaux de ce Loch Ness Cruise, a capté un nouvel écho. Et cette fois, l'objet fait à peu près, je te dirais, 12 mètres de long. Et c'est un écho également qui se trouvait là, très profondément. Là, on parle à peu près de 200 mètres de profondeur. Donc, une zone un peu plus profonde du Loch Ness. Son écho sonore se trouve également proche du fond. Donc, c'est la deuxième fois, en à peu près 2 mois, qu'il capte l'écho sonore de quelque chose qui se tient près du fond du Loch Ness et qu'il l'a capté pendant quelques secondes. Alors évidemment,
si tu veux croire en l'existence du monstre en faisant fi des recherches qui ont été menées par le professeur Gemmel, bien évidemment, ces échos sonores peuvent devenir la preuve que tu attendais. Mais pour l'instant, disons que les biologistes croient davantage peut-être à des bancs. Comme Gemmel a dit qu'il y avait beaucoup d'anguilles, bien, il y a peut-être près du fond du Loch Ness des bancs, des anguilles, des groupes d'anguilles qui vivraient de manière très serrée et qui pourraient expliquer en fait ces échos captés par le sonore de M. Ronald Mackenzie. Nouvelle quand même qui a été reprise par le New York Post, là. Oui, absolument. C'est une nouvelle qui fait beaucoup jaser. C'est cette histoire d'écho sonore, peut-être le retour du monstre du Loch Ness. Mais bon, faut quand même garder à l'esprit qu'il y a eu des recherches rigoureuses qui ont été menées par le professeur Gemmel, qui a à tout le moins, là, jusqu'à preuve du contraire, qui a un peu éclipsé cette histoire de monstre dans le fond du Loch Ness. 18h47, on fait une courte pause. Après la pause, Christian s'attire de nouveaux amis en parlant de la place Bonaventure. Allons-y. Radio X Files. Radio X. Aujourd'hui, reste qu'une étrange apparition s'est manifestée au-dessus de l'hôtel Hilton Bonaventure au centre-ville pendant plusieurs heures en soirée. Plus d'une centaine de personnes en ont été témoins. Sophie Thibault nous en dit plus long. Ce genre de phénomène lumineux, des milliers de gens à travers le monde y ont été confrontés. Hier soir, pendant plus de 3 heures, plus d'une centaine de personnes à la piscine de l'hôtel Bonaventure Hilton ont eu la surprise de leur vie. Au-dessus de la piscine trônait une sorte de plafonnier lumineux à la hauteur des nuages. On fête le 30e anniversaire demain, mon cher Christian. Donc, il y a 30 ans, l'OVNI de la place Bonaventure fascinait le Québec entier. Absolument. Et on vient d'entendre d'ailleurs le bulletin de nouvelles de TVA qui était le lendemain des événements, donc le 8 novembre 1990. Et Sophie Thibault, qui est aujourd'hui la chef d'antenne, à l'époque était journaliste, c'est elle qui avait couvert cet événement. Donc je rappelle un peu pour les plus jeunes, parce que comme tu le dis, hein, c'est un événement qui est vieux de 30 ans. Ce soir-là, donc on est le 7 novembre 1990. Il faut savoir qu'au centre-ville de Montréal, il y a la place Bonaventure et l'hôtel Hilton, hein, qui fait partie du bâtiment. Et que sur la terrasse de l'hôtel Hilton, qui n'est plus maintenant aujourd'hui un hôtel Hilton, mais qui est encore l'hôtel, on l'appelle l'hôtel Bonaventure, mais il ne fait plus partie de la chaîne Hilton. À l'époque, donc, il y avait cette piscine qui est toujours là, que les usagers peuvent utiliser 12 mois par année. Donc, le soir du 7 novembre, on a une température là, qui est à peu près tout près du point de congélation au sol, et les vents sont calmes, tout ça, il y a un plafond nuageux, donc une température relativement agréable pour un 7 novembre. Et donc, voilà, les gens, en regardant le ciel, il est à peu près 19h, en regardant le ciel, ils voient cette espèce, comme le dit si bien Sophie Thibault dans son reportage, une espèce de plafonnier. Donc, on a plusieurs lumières de couleur ambre, et de ces lumières ambres sont projetées des espèces de faisceaux lumineux qui sont dirigés vers le sol. Donc, les gens sont très surpris de ça. C'est la curiosité, on en parle autour. Éventuellement, on va contacter les services de la police de Montréal, qui vont envoyer une autopatrouille. Les policiers qui arrivent sur place. Il faut dire que c'est pas vraiment un mandat. Hein. La vraie histoire, Yannick, il faut savoir que le patrouilleur n'a pas été mandaté à l'hôtel Bonaventure parce que son chef lui a demandé de le faire, mais parce que des gens qui connaissaient lui ont dit « Hey, il paraît qu'il y a un truc bizarre à l'hôtel Bonaventure ». Donc, c'est un peu de son propre chef qui décide de se rendre sur place. Donc, il arrive sur place, il informe quand même son supérieur, il arrive sur place, au moment où il débouche sur la terrasse, il voit le phénomène. Bien sûr, lui, il est là pour prendre un constat, puis là, tout d'un coup, il voit le phénomène, il en informe ses supérieurs qui vont débarquer à leur tour. Éventuellement, on se dit, bon, c'est quand même très curieux, on va contacter les aéroports de Dorval et de Mirabel. Il faut savoir à l'époque que l'aéroport de Mirabel était en fonction. On n'y a absolument rien sur les écoradars. On s'interroge à ce moment-là le mille de la Gauchetière, là où se trouve le Centre Bell aujourd'hui. Il était en construction et il y avait au sommet là, de la structure des grues, hein, des flèches avec des grues, et il y avait des lumières là-dessus. Et on se dit, est-ce que ce sont ces lumières qui pourraient se refléter sur les nuages? On fait éteindre les lumières de la grue, ce qui ne change pas grand-chose au phénomène observé. Et donc là, comme le ciel est de juridiction fédérale, les policiers de Montréal se disent, on va contacter les services de la GRC. Donc les policiers de la GRC, un policier de la GRC, Luc Morin, se rend sur place et il est donc témoin du phénomène lui aussi. Et il fait un peu la même démarche qu'a fait ses collègues de la police de Montréal. Il contacte les aéroports, rien sur les écrans radars. Donc à ce moment-là, il fait un compte-rendu des événements et puis vers à peu près
après 21h30, le phénomène est de moins en moins visible, il disparaît, il est statique, il bouge pas, et le phénomène devient de moins en moins visible, étant ainsi bien que à 20h30 à peu près, à 22h30 à peu près, la foule commence à se disperser parce que le phénomène n'est plus visible. Donc, cet événement-là, c'est ce qu'on appelle l'OVNI de la place Bonaventure, et donc, demain, on soulignera le 30e anniversaire de cet événement-là. Est-ce qu'on a expliqué cet événement-là? Il faut bien comprendre, Yannick, qu'avec 30 ans de recul, on ne peut pas avoir une solution tranchée. Là. Tu sais, dire, oui, c'est sûr que c'était ça. On ne le sait pas vraiment. Néanmoins, on peut quand même reprocher aux gens, il y a 30 ans, on avait une espèce de crème savante quand même au Québec. Là, on en a des gens instruits et éduqués là, au Québec, des astrophysiciens, des spécialistes de la météorologie, etc., etc. Donc des gens qui avaient des connaissances, une formation académique pour essayer de s'asseoir et de dire, OK, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce que les gens ont vu, et est-ce qu'on peut essayer de trouver des explications ou à tout le moins évoquer des hypothèses, avancer des hypothèses. C'est pas ça qui s'est produit. Parce que c'était associé aux ovnis, ces gens-là se sont empressés de déclarer à la presse toutes sortes des bêtises, n'ayons pas peur des mots, des bêtises. Ils disent, ça devait être la planète Mars. Mais la planète Mars n'était même pas dans cette région-là du ciel. Un autre dit, ça devait être une aurore boréale. Mais il faut savoir qu'une aurore boréale, même par temps clair ou du centre-ville de Montréal, c'est à peu près impossible à voir. Et ce soir-là, il y avait une couche nuageuse qui faisait à peu près 1500 mètres d'épaisseur. Donc, tu comprends, c'est à peu près impossible. Tu as 4000 pieds de nuages, tu verras pas l'aurore boréale à travers les 4000 pieds de nuages. Donc, on peut éclipser ça. Donc, tu vois, on a avancé tout ça. Puis là, évidemment, il y a certains qui disent, c'était les reflets des lumières de la grue du Mille-la-Gauchetière sur les nuages. Malgré le fait que les policiers ont fait éteindre ces lumières, et ça, c'est mentionné noir sur blanc dans le rapport. Et il faut savoir également que le phénomène ne s'est pas comporté comme des lumières sur les nuages. Parce que des lumières sur le nuage, Yannick, pour donner une comparaison, c'est un peu comme si tu prends une lampe de poche et tu l'amènes vers un écran blanc. Plus tu vas t'approcher de l'écran blanc, plus ton faisceau lumineux va devenir concentrique et brillant. Or, ce soir-là, la couche nuageuse est descendue sur Montréal. Au début de la soirée, elle était à peu près à 1500 mètres d'altitude et en fin de soirée, elle était à peu près à 1100 mètres. Donc, il y a 400 mètres de différence. Donc, au fur et à mesure où les nuages descendaient sur Montréal, les lumières, si c'était un reflet sur les nuages, les lumières auraient dû être plus brillantes et plus visibles. Or, c'est tout à fait l'inverse qui se produit. Les lumières deviennent de moins en moins brillantes et à un moment, elles disparaissent. Elles semblent se volatiliser. Donc, c'est la porte ouverte à toutes les spéculations. Et aujourd'hui, donc, on est 30 ans plus tard, ce sujet-là, puis je sais que tu l'as mentionné avant la pause, je vais me faire des ennemis, parce que c'est vrai, dans les milieux, il faut savoir qu'au Québec, l'ufologie, c'est un milieu amateur. Et je ne le dis pas de manière péjorative. Il n'existe qu'un seul organisme dans les pays occidentaux qui est professionnel, entre guillemets, qui est de l'État, qui est supporté par l'État et financé par l'État pour enquêter sur les ovnis. Et cette organisation, c'est le GEPAN en France, le groupe d'enquête et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui est dépendant du Centre national de la recherche spatiale, le CNES, qui est un peu l'équivalent de la NASA française. Donc là, ici, on est en présence d'un organisme étatique qui est engagé par l'État pour enquêter sur les ovnis. Ailleurs dans le monde, que ce soit en Angleterre, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, il n'y a pas d'organisme. Bon, il peut exister, il peut y avoir des comités au sein de l'armée qui enquêtent sur les ovnis. On en a parlé encore récemment, le UAP Task Force que les Américains ont mis de l'avant pour enquêter sur les phénomènes aériens non identifiés. Mais ça, c'est au sein de l'armée, c'est au sein de la US Navy. Mais sur le plan civil, les enquêtes sur les ovnis sont livrées à des organisations amateurs, donc ce sont des gens qui ça pogne au trip. On s'intéresse aux ovnis, ça me prend au trip, moi j'aime ça, les ovnis. Ça. Et pour ces gens-là, bien souvent, l'ovni de la place Bonaventure, c'est un peu comme le Saint Graal. C'est wow. Et pourquoi le Saint Graal? Parce que c'est une observation qu'il y a ce que moi j'appelle le préjugé favorable. Dans une observation d'ovni, on a tendance à croire que si les témoins sont des policiers, si les témoins sont des pilotes, si les témoins sont des médecins, c'est plus crédible. Ce sont des gens qui ont des professions qui jouissent d'un aura extraordinaire et on se dit ces gens-là doivent être de meilleurs observateurs. Mais c'est tout à fait faux. C'est ce qu'on appelle le préjugé favorable. C'est faux. Les recherches qui ont été menées tant par le GEPAN en France que toutes les autres recherches d'analyse cognitive montrent que devant l'inconnu,
ton cerveau, mon cerveau, celui des policiers ou celui des pilotes est exactement pareil. Il fonctionne exactement de la même façon. Si tu sais pas ce que tu regardes, tu peux pas savoir à quelle distance il est, sa grosseur, sa dimension. Tout ça, c'est zéro. Donc, quand les gens nous disent, oui, il y avait des policiers qui étaient sur place, même si c'était des policiers, même s'ils disaient, j'ai l'impression que l'objet était à 800 mètres, il était peut-être à 9000 mètres ou il était peut-être à 80 mètres, tu le sais pas. Tu sais pas ce que tu observes, donc tu sais pas ce que tu vois. Donc, il y a un préjugé favorable, mais ce préjugé favorable, il est tout à fait artificiel, il n'est pas fondé, mais c'est vrai que dans l'OVNI de Place Bonaventure, écoute, on a un pilote qui est sur place qui dit, à mon avis, ça doit être à peu près à 10 000 pieds. Hey, un pilote qui dit ça. Dans le fond, on le sait bien, là. Techniquement, ce témoignage-là vaut absolument... Le témoignage, il est bon pour dire « j'ai vu quelque chose », mais les estimations de distance, d'altitude, tout ça, on le sait que ça ne tient pas la route. Exactement la même chose avec les agents de la GRC, les policiers de la GRC ou les policiers de la Ville de Montréal. Leurs estimations, taille, dimension, altitude, tout ça, il faut prendre ça avec un grain de sel. C'est pas de meilleurs observateurs. Devant l'inconnu, Yannick, il n'y a pas de bons observateurs. Il n'y a que des observateurs qui sont un peu imprécis. Et c'est exactement ce qui se passe là. Mais c'est vrai que cette observation-là jouit de cet élément-là. Écoute, on a des policiers parmi les témoins. Donc, on n'a pas réellement d'explication tranchée définitive. Moi, par contre, et là, ça n'engage que moi, au fil des ans, il y a des hypothèses qui ont été proposées. Je l'ai mentionné, hein, la planète Mars, non. Des reflets sur des nuages, non. Une aurore boréale, non. Et puis voilà que aux alentours de 2006-2007 à peu près, il y a un ufologue belge qui s'intéresse beaucoup aux phénomènes atmosphériques. Donc, on pourrait le qualifier d'un ufologue sceptique, disons. Et il s'intéresse beaucoup notamment aux phénomènes atmosphériques qui pourraient être confondus à des ovnis. Donc, il avance une première hypothèse en disant, si on regarde, parce que durant l'événement de la place Bonaventure, il y a une photographie qui a été prise par un photographe du journal La Presse, Marcel Laroche, et lui il regarde ça en disant, c'est curieux parce que cette photo-là, elle rappelle un phénomène atmosphérique rarissime qui s'appelle les piliers lumineux partiaux. Donc, et j'explique ce que c'est, si tu regardes, par exemple, peut-être que des gens qui nous écoutent ce soir ont déjà vu des piliers lumineux. Hein. Ce sont des cristaux de glace qui se forment dans l'air et c'est indépendant des nuages, là, que le ciel soit couvert ou que le ciel soit parfaitement dégagé. C'est essentiellement lié à l'humidité dans l'air. Donc, il y a des cristaux de glace qui se forment et généralement, lorsque le pilier de lumière se produit, on voit donc une lumière, si tu sors dans la rue, par exemple, tu as un réverbère de rue, et là, tu vois la lumière qui part du lampadaire et qui monte vers le ciel. Donc, on voit bien la colonne de lumière et tu connais bien, tu identifies bien la source. C'est le lampadaire, on le voit bien, là. Donc, il n'y a pas de confusion possible. Mais il existe un phénomène rarissime qui s'appelle le pilier lumineux partiel. Et là, ce qui se produit, c'est comme la température au sol est relativement chaude, les cristaux de glace ne se forment qu'à partir d'une certaine altitude. Donc, et là, quand ils commencent à réfléchir la lumière, bien, comme la lumière ne va pas jusqu'au sol, tu as clairement l'impression que le phénomène est dans le ciel. Donc, c'est quelque chose qui est dans le ciel et non pas quelque chose qui vient du sol, comme si la lumière était projetée depuis le ciel et non du sol. Et quand tu regardes ce phénomène-là, quand tu es placé en dessous, bien, c'est exactement la même. Ce sont des colonnes de lumière, mais il va se produire le même phénomène comme quand tu observes, par exemple, une voie ferrée. Tu as beau regarder au loin, tu as l'impression que les rails se rejoignent. Mais tu aurais beau marcher sur la voie ferrée, tu vas vite découvrir que les rails ne se rejoignent jamais. Elles sont toujours parallèles. C'est exactement la même chose. Si tu es en dessous et tu regardes, tu as l'impression que ces lumières convergent vers un point ou plusieurs points, et c'est un peu ce que les gens observaient au-dessus de la place Bonaventure. Est-ce que j'ai la preuve absolue de ça? Pas du tout. C'est une hypothèse parmi d'autres qui sont évoquées. Moi, je pense que les gens à la place Bonaventure ont été dupés par ce phénomène très, très rare. Et on retrouve dans les témoignages, quand les gens disent c'était immobile, c'était silencieux, ça bougeait pas, et au fil de la soirée, le phénomène est devenu de moins en moins visible. Comme la couverture nuageuse descendait sur Montréal, et qu'est-ce qui se passe en hiver lorsque le ciel est couvert versus un ciel bien dégagé? La température augmente. Il fait toujours généralement un peu plus chaud. Probablement qu'en descendant sur Montréal, la couverture nuageuse a réchauffé un peu la température, juste suffisamment pour que le phénomène commence à s'éclipser, d'où les piliers ont disparu. Pourquoi je supporte cette hypothèse-là? Puis encore une fois, là, on va beau me lapider, puis me crucifier, puis me lancer dans une campagne de dénigrement, je vais te dire pourquoi je crois que cette hypothèse-là, elle est très intéressante. Parce que quand on parle de l'OVNI de la place Bonaventure, on devrait parler des ovnis de Montréal. Parce que ce soir-là,
on est toujours en train de nous dire, oui, l'OVNI de la place Bonaventure. Mais ce que les ufologues ne nous disent pas, c'est qu'au même moment où cette observation avait lieu sur la place Bonaventure, d'autres observations du même genre avaient lieu à Montréal. À 1,5 km de la place Bonaventure, il y a 2 hommes d'affaires qui sortent d'un bureau et ils sont surpris par une espèce de commotion au coin de la rue. Les services d'incendie et la police est là et participent à un exercice de feu, un exercice d'urgence. Donc nos 2 hommes s'approchent et là, il y a des badauds qui sont là, les véhicules d'urgence sont là, tout gyrophare allumé et l'un de ces hommes d'affaires, en levant les yeux vers le ciel, il voit au-dessus des véhicules des espèces d'arabesques dans le ciel, des espèces d'arabesques lumineux. Il dit, c'est curieux, on dirait quasiment comme s'il y avait une aurore boréale située juste au-dessus des camions de pompiers et des véhicules de police. C'est vraiment très curieux ce qui se produit. Au même moment, à peu près, alors que les gens à l'hôtel Hilton Bonaventure sont en plein dans leur expérience OVNI, à 7 km de là, une mère et sa fille qui approchent d'un centre d'achat, où la zone est relativement obscure autour, c'est pas trop peuplé, mais le centre d'achat, tu comprends, lui, il est très, très lumineux. Et là, quand elles approchent du centre d'achat, elles voient dans le ciel des espèces de spots lumineux qui projettent vers le sol des jets de lumière. Et un peu plus tard en soirée, un individu qui circule près du stade olympique, lui, il voit pas des spots de lumière qui jettent des jets de lumière, mais il voit une espèce de triangle lumineux dans le ciel. Or, si tu regardes, et les gens qui nous écoutent peuvent faire l'exercice, si vous allez voir le stade olympique, le titre se trouve tout près du stade olympique, vous allez voir le stade olympique de nuit, vous allez voir que les lumières qui sont situées au sommet du mât du stade olympique sont disposées en boomerang. Tu vois? Donc, qu'est-ce qui fait que tous ces gens-là voient ça? Est-ce qu'il y avait plusieurs ovnis sur Montréal, dont l'un en forme de boomerang? Ou est-ce que les conditions climatiques ou atmosphériques qu'il y avait à ce moment-là, qui étaient communes à toute la ville de Montréal, il suffisait d'être près d'une source de lumière très intense pour que cette espèce de phénomène de réverbération, ce phénomène de piliers lumineux se produise. Et c'est pourquoi certaines personnes ont dit, je l'ai vu, mais j'avais l'impression que c'était comme une aurore boréale. Un autre dit, j'avais l'impression que c'était comme une espèce de boomerang de lumière. D'autres disaient, c'est une espèce de colonne de lumière. Donc, moi, je pense, et ça n'engage que moi, là, je veux pas être lancé au pilori, je dis, c'est une hypothèse qui est intéressante. Bon, s'il y a des gens qui veulent croire aux extraterrestres, libre à moi, ils sont libres d'y croire. Moi, je dis que c'est un peu l'hypothèse que j'aurais tendance à favoriser, justement à cause de la présence de ces autres observations rapportées à peu près au même moment. Ou bien on croit qu'il y avait une invasion d'ovnis sur Montréal ce soir-là, et je te rappelle que ces observations-là, elles sont concomitantes. C'est pas un événement qui se passe après un autre. C'est au moment où les gens observent l'OVNI au-dessus de la place Bonaventure, il y a cette mère et sa fille qui observent cet OVNI au-dessus du centre d'achat, et c'est ce couple, ces 2 hommes d'affaires qui observent un autre OVNI dans le Vieux-Montréal. Donc, c'est quand même curieux que toutes ces observations arrivent un peu simultanément, alors que les gens qui étaient à la place Bonaventure n'ont pas dit l'OVNI faisait des allers-retours, il partait pendant 5 minutes puis il revenait. L'objet était statique et n'a pas bougé pendant à peu près 3 heures. Donc, il y a des questions à se poser. Est-ce que c'est une solution définitive et soutenue que je pourrais défendre, prête à me mettre la tête sur le bûcher? Non, c'est une hypothèse que je trouve intéressante et à tout le moins qui me paraît plus vraisemblable à ce stade-ci que de dire on a été visité par des extraterrestres ou une armada de vaisseaux spatiaux extraterrestres qui ont fait un peu du surplace dans le centre-ville de Montréal. Donc, tout ça, ce sont des événements qui se sont passés il y a 30 ans et je pense que c'est pas demain matin qu'on va apaiser les passions par rapport à l'OVNI de la place Bonaventure. C'est une histoire d'OVNI qui a marqué l'imaginaire et on continue d'en parler aujourd'hui. Puis les amateurs d'OVNI continuent de la défendre de bec et ongle en disant bon, ça doit être des extraterrestres. Puis je peux comprendre ça. C'est quand ça te prend aux tripes, souvent tu manques un peu de jugement, mais bon, ça prend aux tripes, ça prend aux tripes. 19h09. Après la pause, on parle de l'étrange affaire Travis Walton. Parfait. Radio X Files. On est maintenant rendu au segment où on parle de l'étrange affaire Travis Walton. Un film qui a été fait puis qui a fait beaucoup jaser dans le temps. On en a parlé d'ailleurs tantôt, là, au début des années 90. Tu m'as dit 1993, Fire in the Sky. Je me souviens du visage de l'extraterrestre. Il était effrayant. Oui, et puis écoute,
Ça me fait plaisir de te dire ça, Yannick, parce que je sais que je vais certainement faire saliver quelques auditeurs. Le petit bonhomme d'argile, tu comprends, avant de faire les créatures dans le film Fire in the Sky, on a demandé à des artistes, à quoi ils vont ressembler nos extraterrestres. Et je reviendrai sur le pourquoi on n'a pas pris une description exactement comme celle de Travis Walton. Donc, on a refait des extraterrestres. Et le petit bonhomme d'argile, en fait, qu'on a fabriqué et à partir duquel on va développer les costumes et l'animatronique autour de ces créatures-là, il fait partie de ma collection personnelle. J'ai le petit bonhomme d'argile chez moi qui a servi de modèle aux extraterrestres dans le film Fire in the Sky, qui est un excellent film. Tu sais, si on regarde ça à la base, là, un film de soucoupe volante extraterrestre, d'enlèvement, sans aller chercher plus loin, sans essayer de dire, OK, tel point, c'était pas comme ça dans le récit de Travis Walton. C'est un film, hein, et l'objectif du film, c'est de divertir les gens. C'est pas un documentaire, hein. On avait fait la même chose, par exemple, je me rappelle les critiques par rapport à, on en a déjà parlé à l'émission La Bête du Gévaudan. On a fait un film que moi je trouve excellent, qui s'appelle Le Pacte des loups, en s'inspirant de La Bête du Gévaudan. Vraiment. Et je me rappelle que les puristes de l'histoire ont dit, oui, mais c'est pas comme ça, La Bête du Gévaudan, elle était pas aussi grosse que ça. Donc, il y a toutes sortes d'éléments de discussion. Oui, mais l'auteur du film, Le Pacte des loups, Christophe Gans, je crois, Gans n'a pas essayé de faire un documentaire sur La Bête du Gévaudan. Il a fait un film en s'inspirant de La Bête du Gévaudan, puis évidemment, il a pris des libertés avec l'histoire. C'est exactement la même chose avec Fire in the Sky. En français, c'est OVNI, l'ultime rencontre. Les auteurs ont pris des libertés par rapport au scénario original, ou en fait, au récit de Travis Walton. Je reviendrai un peu plus tard pourquoi on a pris ces libertés-là. Mais sans plus tarder, voici l'une des meilleures histoires des ovnis. Qu'on y croit ou qu'on y croit pas, c'est quand même une histoire extraordinaire. Voici l'histoire de Travis Walton. Le 5 novembre 1975, Travis Walton, Kenneth Peterson, Alan Dallas, Dwayne Smith, Steve Pierce, John Gullett et Mike Rogers, 7 adultes âgés entre 17 et 28 ans, se rendent dans la forêt nationale d'Apache-Greaves, un secteur situé à l'est des montagnes blanches de l'Arizona, à une vingtaine de kilomètres au sud d'Heber. Tous habitent la ville de Snowflake, située un peu plus au nord. Ils travaillent dans un chantier d'abattage en un lieu appelé Turkey Springs, sous la direction de Mike Rogers, qui est aussi le meilleur ami de Travis Walton. Depuis 9 ans maintenant, Rogers agit comme sous-contractant pour le Service américain des forêts. En ce mercredi ensoleillé, ils doivent mettre les bouchées doubles. Le contrat prévoit la coupe de 1205 acres de forêt pour le 10 novembre. Or, en ce 5 novembre, 5 jours avant la date butoir, les bûcherons accusent un sérieux retard. 3 mois plus tôt, Mike Rogers a obtenu une rallonge au contrat et, cette fois, il compte bien respecter les échéanciers. Vers 18 heures, les hommes chargent leur équipement dans la camionnette, celle de Mike Rogers, et se remettent en route pour Snowflake. Le groupe roule depuis quelques minutes lorsque Walton remarque, entre les arbres, une lueur rougeâtre. Il pense d'abord au soleil sur le point de se coucher, puis à un feu allumé par des campeurs. Ses compagnons ont aussi remarqué cette lumière. Celle-ci passe du rouge au jaune. Intrigué, Walton demande à Rogers d'accélérer. Puis, au détour de la route, la chose apparaît droit devant eux. Il s'agit d'un grand objet circulaire de couleur ambre. L'objet flotte en silence juste au-dessus de la cime des arbres, à moins de 25 mètres des témoins. L'engin fait 5 ou 6 mètres de diamètre par 3 mètres de hauteur. Il illumine la forêt d'une curieuse lueur jaune. Son aspect est celui de 2 grandes soucoupes placées l'une sur l'autre. Il est surmonté d'un dôme et, à sa base, les hommes voient distinctement des panneaux lumineux séparés par des montants verticaux. Alors que ses compagnons détaillent l'objet, Walton ouvre la portière et descend. Il s'approche de l'OVNI en faisant fi de ses compagnons qui lui crient de revenir. L'engin a commencé à s'incliner vers l'avant. Pendant un moment, Walton se met à l'abri derrière des troncs d'arbres. Il ressent une forte vibration, comme s'il se tenait près d'une génératrice électrique. Puis, alors qu'il rebrousse chemin en direction de la camionnette,
un rayon bleu jaillit de la base de l'objet et le frappe à la poitrine. Walton a l'impression d'être électrocuté. Il perd aussitôt conscience. De la camionnette, ses compagnons ont tout vu. Le rayon bleu et Walton être projetés à 3 mètres plus loin. Persuadés qu'ils seront les prochains, ils prennent la fuite. Mike Rogers enfonce l'accélérateur et lance sa camionnette sur la route. Pendant plusieurs minutes, les hommes tentent de distancer l'engin, un agresseur dont ils devinent toujours la lueur à travers les arbres. 1 ou 2 kilomètres plus loin, la camionnette fait une embardée et s'immobilise au milieu de la route. Cet arrêt incite les hommes à faire le point. Faut-il continuer à fuir ou retourner auprès de Travis? Et s'ils n'étaient que blessés ou agonisants? Mike Rogers et Kenneth Peterson sont d'avis qu'il faut s'assurer du sort de Travis, une proposition qui est loin d'enchanter leurs collègues. Néanmoins, ceux-ci consentent à les suivre. Hélas, lorsque les hommes arrivent sur les lieux, ils ne trouvent aucune trace de Travis. Ils réalisent qu'ils devront bientôt informer les autorités de cette disparition, avec tout ce que cela représente de suspicion. Qui croira leur histoire? Vers 19 heures, Mike Rogers met fin aux recherches. Les hommes remontent dans la camionnette et se rendent à Heber, l'agglomération la plus proche. À 19h35, Ken Peterson téléphone à la police. C'est Chuck Ellison, l'assistant du shérif du comté de Navajo, qui reçoit l'appel. À l'autre bout du fil, Peterson se contente de lui dire qu'un des gars est manquant. Il refuse de donner plus de détails. Ellison lui donne rendez-vous dans le stationnement de l'unique centre d'achat d'Heber. C'est là qu'il retrouve les bûcherons. Les hommes sont très agités. 2 d'entre eux pleurent en silence. En chef d'équipe, Mike Rogers prend les devants, expliquant les circonstances inusitées de la disparition de Walton. Il presse le policier de rassembler des hommes pour retourner le plus vite possible sur place pour ratisser les bois. Pour Ellison, l'affaire est trop irréaliste. Il contacte le shérif Marlon Gillespie qui débarque à Heber 1 heure plus tard. Il est alors 21 heures et Walton est manquant depuis presque 3 heures. La nuit est bien installée et dans les montagnes, la température chute rapidement. Au moment de sa disparition, Travis ne portait qu'un manteau léger. S'il est perdu en forêt, il risque de souffrir d'hypothermie. Mike Rogers se fait plus insistant. Il faut retourner sur les lieux de la disparition. Le shérif Gillespie, quoique sceptique, est de son avis. Pendant que Pierce, Smith et Goulet, lesquels refusent de retourner dans les bois, rentrent à Snowflake, Mike Rogers, Ken Peterson, Alan Dallas, le shérif Gillespie et ses 2 adjoints, Chuck Ellison et Ken Copeland, retournent sur le théâtre de la disparition. Ils fouillent les bois, refaisant chaque déplacement de Walton, mais ne trouvent rien. Vers minuit, le shérif décide de suspendre les recherches jusqu'au lendemain, mais celles-ci ne donneront rien de plus. Travis Walton semble s'être volatilisé. Dans les jours qui suivent, les habitants de Snowflake voient débarquer des journalistes venus des 4 coins du pays et même de l'étranger. L'histoire de ce bûcheron enlevé par une soucoupe volante trouve écho dans la presse nationale et internationale. Tous veulent savoir. À Snowflake, les sentiments sont partagés. Plusieurs pensent qu'il s'agit d'un vulgaire canular ou, pire encore, d'une manigance pour dissimuler le meurtre de Travis Walton. 5 jours après la disparition, le shérif Gillespie, toujours mitigé quant au sort de Walton, demande au bûcheron de se soumettre au détecteur de mensonges, le polygraphe. Le test est administré par Cy Gilson, un polygraphiste à l'emploi du département de la sécurité publique de l'Arizona. Les hommes doivent répondre à 4 questions. Avez-vous blessé Travis Walton mercredi dernier en après-midi? Savez-vous si Travis Walton a été blessé par un ou d'autres membres de votre équipe mercredi dernier? Savez-vous si le corps de Travis Walton a été enterré quelque part dans le secteur de Turkey Springs? Est-ce la vérité lorsque vous dites avoir vu un ovni mercredi dernier lorsque Travis Walton a disparu? 5 des 6 bûcherons passent le test haut la main. Le seul résultat non concluant est celui d'Alan Dallas. Il faut savoir qu'au moment du test du polygraphe, Alan Dallas avait déjà un passé criminel. Il avait été impliqué dans des délits mineurs et les autorités le suspectaient de vendre occasionnellement du cannabis. L'environnement policier, on le comprend, le rendait nerveux, d'où sans doute le résultat ambigu de son test.
Pour Sighelson, cette ambiguïté n'est pas vraiment significative. De façon générale, le polygraphiste est satisfait des résultats. Il est convaincu que ces hommes disent la vérité lorsqu'ils parlent de l'épisode de l'OVNI et du rayon bleu qui aurait zappé leur ami. Le shérif Gillespie annonce les résultats à la presse et ajoute qu'il n'y a aucun doute que les bûcherons disent la vérité. « Je suis persuadé que ces 6 hommes ont bel et bien vu un ovni, dit-il. » Le même jour, un peu après minuit, Grant Neff, le beau-frère de Travis Walton, il a épousé sa sœur Allison, reçoit un curieux coup de téléphone. À l'autre bout du fil, une voix étouffée lui dit « C'est Travis. Je suis dans une cabine à la station-service de Heber. J'ai besoin d'aide. Viens me chercher. » Depuis quelques jours, les Walton sont victimes de ce genre de plaisanterie. En entendant ce message, Neff n'est qu'à moitié surpris. Mais comme il s'apprête à raccrocher, son interlocuteur crie dans le combiné « C'est moi, Grant. Je suis blessé, j'ai besoin de ton aide. Viens me chercher. » Cette fois, Neff a reconnu la voix. Aucun doute, c'est bien Travis. En compagnie de Dwayne Walton, le frère aîné de Travis, arrivé de Phoenix pour prendre part aux recherches, Grant Neff roule jusqu'à Heber où il retrouve Travis. Il est assis devant la cabine téléphonique. Il a la barbe hirsute et il est amaigri. Il porte les mêmes vêtements que lors de sa disparition. Sur le chemin du retour, il parle vaguement de son enlèvement et de créatures étranges qui l'auraient terrifié. Il est stupéfait d'apprendre que 5 jours se sont écoulés depuis sa disparition. En matinée, le monde entier apprend la nouvelle. Travis Walton est de retour. Malgré cette réapparition quasi miraculeuse, le bûcheron reste introuvable, tant pour les journalistes que pour les autorités désireuses de l'interroger. En fait, avec son frère Dwayne, Travis a quitté Snowflake aux aurores pour se rendre à Phoenix, en Arizona, à 3 heures de route. Quelques jours plus tôt, durant l'absence de Travis, Dwayne a été contacté par un certain William Spaulding, le directeur du Ground Saucer Watch, un organisme d'enquête sur les ovnis basé à Phoenix. Spaulding a expliqué que, advenant le retour de Travis, son groupe pourrait apporter un support logistique et médical important. C'est pour rencontrer ce Spaulding que les frères Walton ont décidé de s'éloigner de Snowflake. Leur enthousiasme est vite refroidi. Le médecin que leur recommande Spaulding, le docteur Lester Stewart, est un praticien patenté qui a obtenu son diplôme par correspondance. Déçus, les frères Walton songent à rentrer à Snowflake lorsqu'ils reçoivent un appel de Coral Lorenzen. Avec son mari Jim, Coral dirige l'Aerial Phenomena Research Organization, ou APRO, une autre association qui se dédie à l'étude des ovnis. De sa résidence de Tucson, en Arizona, Coral Lorenzen propose aux frères Walton de les retrouver à Phoenix. Elle les met de facto en contact avec les docteurs Joseph Saltz, un médecin généraliste, et Howard Kendall, un pédiatre. Les 2 praticiens rencontrent Travis le même jour à la résidence de Dwayne, en banlieue de Phoenix. Le jeune bûcheron ne présente aucune trace physique de son aventure, ni plaie, ni ecchymose. Il ne porte qu'une petite marque rougeâtre derrière le coude droit, comme celle laissée par une aiguille hypodermique. Autre curiosité, malgré sa perte de poids, près de 3 kilos, ses urines ne contiennent aucune trace d'acétone. En temps normal, une perte de poids liée à une carence alimentaire, comme on peut le supposer dans le cas de Travis, est accompagnée d'une augmentation d'acétone dans l'urine. Pas dans ce cas-ci. Le lendemain, le shérif Gillespie se présente au domicile de Dwayne Walton, où Travis continue de se terrer. Le policier est plutôt agacé par ce jeu de cache-cache. Si cette disparition était légitime, pourquoi cette cavale? Travis lui explique que ce ne sont pas les autorités qu'il cherche à fuir, mais les journalistes. Une excuse qui ne convainc Gillespie qu'à moitié. Il propose à Walton de se soumettre, comme ses compagnons, au test du détecteur de mensonges. Travis accepte sans hésiter. Hélas, un imbroglio fera que ce test n'aura jamais lieu. Le jour suivant, à l'initiative de Coral Lorenzen, Walton retrouve James Harder, un professeur d'ingénierie à l'Université de Californie à Berkeley. Harder a placé sous hypnose de nombreux témoins du phénomène OVNI pour raviver leur mémoire. Il croit pouvoir faire de même avec Travis Walton.
C'est ainsi que pour la première fois, Travis Walton raconte officiellement les événements qui ont suivi son étrange rencontre dans les bois des Montagnes Blanches de l'Arizona. Après le rayon bleu, raconte Walton, il s'est évanoui. Lorsqu'il a repris ses esprits, il était étendu sur une table dans une pièce semblable aux salles d'examen des hôpitaux. Il était encore habillé, mais sa veste et son chandail avaient été retroussés par-dessus ses épaules pour mettre à nu son torse. Un étrange appareil métallique était placé sur lui, reliant ses aisselles à son thorax. En tournant la tête, il les a aperçus. Des créatures humanoïdes qui se tenaient de chaque côté de la table, une à gauche et deux à droite. Elles mesuraient environ 1,50 m et portaient une combinaison d'une seule pièce, brun orangé. Elles étaient chauves et leur tête était disproportionnée par rapport au reste de leur corps. Leurs traits étaient grossiers comme ceux des fœtus. Leur peau avait la couleur de l'ivoire et leurs yeux, semblables à ceux des chats, étaient démesurés. Ce n'est qu'en voyant ces créatures que Travis a réalisé qu'il devait être à bord de ce vaisseau aperçu dans la forêt. Choqué par ce troublant spectacle, et malgré un état d'épuisement extrême, le bûcheron a sauté en bas de la table. Comme les créatures avançaient dans sa direction, il s'est emparé d'un cylindre transparent d'environ 45 cm de long, posé sur une étagère, et a commencé à le balancer devant lui. Les créatures ont levé les mains comme pour se protéger. Walton a remarqué qu'elles avaient 5 doigts à chaque main, mais aucun ongle. Puis, comme répondant à un signal silencieux, les créatures ont fait volte-face et ont quitté par une porte située de l'autre côté de la pièce. Pendant un moment, Walton est resté là, immobile, à reprendre son souffle. Il est ensuite sorti en empruntant le même passage. Il a débouché sur un corridor aux murs courbes qu'il a suivi sur quelques mètres. Il s'est retrouvé à l'entrée d'une pièce pour le moins surprenante. À l'intérieur, il n'y avait qu'un fauteuil monté sur un pied central. Les accoudoirs étaient munis de boutons et de manettes. Lorsque Walton s'est approché de la chaise, il a remarqué que la lumière environnante se tamisait et que le plancher, les murs et le plafond devenaient translucides. À travers les parois, il pouvait voir l'espace et les étoiles, comme s'il s'agissait d'une projection analogue à celle présentée dans les planétariums. Une autre porte s'est ouverte et un visiteur est entré. Il n'avait rien à voir avec les créatures observées plus tôt. Son aspect était celui d'un homme. Il avait de longs cheveux blonds et ses traits étaient agréables. Il mesurait environ 1,80 m et portait une combinaison bleue, très moulante, révélant une musculation impressionnante. Sur sa tête, un casque de verre était posé. L'inconnu s'est approché de Walton et l'a saisi gentiment, mais fermement, par le bras gauche pour l'entraîner dans une pièce voisine où ils sont restés de longues minutes. À l'autre extrémité, une porte s'est enfin ouverte et Walton et son guide ont pénétré dans une autre pièce en descendant une rampe. Cet espace était immense et baigné d'une lumière vive. En se retournant, Travis a constaté qu'il venait de descendre d'un engin identique à celui observé dans la forêt. L'objet reposait à même le sol du hangar. Un peu plus loin, 2 autres objets, légèrement différents, reposaient eux aussi directement sur le sol. Rapidement, l'homme en combinaison bleue a conduit Walton dans une chambre accessible par un long corridor. À l'intérieur, 3 êtres semblables attendaient. Il y avait 2 hommes et une femme. Comme leurs compagnons, ils portaient eux aussi une combinaison bleue moulante. Leurs traits étaient tous très semblables, comme s'ils étaient frères et sœurs. Contrairement au guide, ils ne portaient pas de casque. Ses occupants ont forcé Walton à s'étendre sur une table. La femme lui a ensuite placé sur le visage un masque rappelant ceux des anesthésistes. Walton a voulu le repousser, mais a perdu conscience avant même d'avoir pu compléter son geste. Lorsqu'il a rouvert les yeux, il était étendu sur la chaussée à l'ouest d'Eber. Ce n'est que plus tard, en discutant avec son beau-frère venu le chercher à la station-service, qu'il a appris que 5 jours s'étaient écoulés depuis sa disparition. Ce récit est identique à celui qu'a confié Walton à son entourage au lendemain de son retour et dont il se rappelait consciemment. Les séances d'hypnose de James Harder n'apportent donc rien de neuf. Travis Walton ne variera jamais d'un iota son histoire. Dans les mois qui suivent, l'affaire Walton occupe tout l'espace ufologique. Les divers groupes qui se consacrent à l'étude des ovnis se lancent dans une guerre des mots. Pour les uns, l'histoire n'est qu'un énième canular perpétré sur le dos des extraterrestres.
Pour les autres, il s'agit de la plus extraordinaire affaire d'enlèvement depuis Betty et Barney Hill, survenue en 1961 dans les montagnes blanches du New Hampshire. Sur le plan légal, les autorités ne trouvent aucune preuve d'une supercherie ni d'un enlèvement extraterrestre. Là aussi, les sentiments sont partagés. Si le shérif du comté de Navajo, Marlon Gillespie, reste persuadé que quelque chose d'étrange est survenu dans les bois de Turkey Springs, le marshal de Snowflake, Sanford Flake, croit au contraire que toute l'affaire n'est qu'une arnaque. Supercherie ou non, ni Walton ni ses compagnons ne seront jamais accusés formellement de quoi que ce soit. En juillet 1976, Travis et ses compagnons se partagent la somme de 5 000 $, récompense du concours Blue Ribbon, organisé par le tabloïd américain National Enquirer, à qui Walton a donné la primeur de son aventure, et ce, pour la meilleure histoire d'OVNI de 1975. 2 ans plus tard paraît The Walton Experience, signé Travis Walton. 15 ans plus tard, ce même ouvrage servira de canevas au scénario du film OVNI, l'ultime rencontre, Fire in the Sky. How does it think? What makes it move? Why does it breathe? Questions anyone would ask about a man if they'd never seen one before. So for 5 days, a man was borrowed. The story that Travis Walton and 5 other witnesses told was so unbelievable, so unimaginable, that it has become the most famous case of UFO abduction ever reported. Quelle histoire formidable, Christian, celle de Travis Walton. J'ai une question à te poser. Est-ce qu'on a récupéré, je sais pas moi, des petits fragments de quelque chose d'inconnu sur Terre qui fait en sorte que quand on a étudié ça, on s'est dit, tabarouette, ça vient pas de chez nous? Je sais pas moi, des fluides? Non, et justement, tu me prends de vitesse. Ah, c'est un gars de même. Écoute, on va commencer avec les... Et là, je prends pas position. Tu comprends? J'essaie de t'apporter... j'ai enquêté sur cette affaire-là. J'ai rencontré Walton. J'ai rencontré les policiers qui étaient là. Je suis allé sur place. J'ai pris un peu le pouls des gens de Snowflake, ce que les uns en disent, ce que les autres en disent. Et je te présente un peu le pour et le contre, parce que généralement, les documentaires qui ont été faits sur Travis Walton te présentent que le pour sans te montrer le contre. Et c'est vrai que n'importe quel argument, si je te donne un élément pour, si tu es sceptique, tu pourras dire « oui, mais… » Tu comprends? Et si je te donne un élément contre, tu pourras dire « oui, mais… » Bon, tout se justifie. On va toujours trouver le moyen de justifier n'importe quoi. Donc, on commence par les éléments pour. Si tu écoutes cette histoire-là, quels sont les éléments qui sont fort intéressants? Bon, d'abord, il faut quand même retenir qu'on n'a jamais trouvé une preuve explicite qui permet de dire « c'est une fraude ». On l'a pas, cet élément-là. Donc, tu peux croire que c'est une fraude, le prouver en est une autre. Il n'y a jamais eu non plus un aveu de fraude par les gens qui étaient, ni par Walton, ni par les gens qui étaient autour de lui, ni même par des gens qui connaissaient ces gens-là. C'est-à-dire que la famille élargie ou des amis, des blondes personne d'entre eux n'est sorti au cours de ces 45 ans pour dire « Ah ah, on m'a fait une confidence, l'affaire Walton est un canular, c'est pas arrivé ». On a également un récit unanime, donc on est 7 personnes, incluant Travis Walton, et ces 7 personnes vont raconter un récit qui se tient, qui est un récit qui est identique, et que ces gens-là vont maintenir entre eux. Donc 45 ans plus tard, ces gens-là ont maintenu exactement le même récit. Et là, tu me diras, ben ouais, mais c'est des amis, puis non, justement, les gens qui formaient ce groupe de bûcherons, alors on est toujours dans les éléments pour, les gens qui forment ce groupe
de bûcherons, on parle de 7 bûcherons, incluant Travis Walton. Un d'entre eux avait rejoint l'équipe 2 jours plus tôt. C'est un inconnu au bataillon, le type qui s'appelle Dwayne Smith. Lui, il a rejoint le groupe 2 jours plus tôt parce qu'il y avait une petite annonce dans le journal qui disait « On cherche des bûcherons ». Fait qu'il est allé s'engager. Donc, c'est difficile d'imaginer que tu vas monter un canular énorme en introduisant dans le groupe un individu que tu connais à peine. L'un d'entre eux, Alan Dallis d'ailleurs, qui est un autre des bûcherons, lui, il avait un contentieux avec Travis Walton. Il l'aimait pas, puis ils se sont jamais aimés. Et ce fameux Alan Dallis, c'est celui d'ailleurs qui a échoué le test du polygraphe, mais échoué, disons, qui avait des anomalies dans son test, qui fait que Cy Wilson, le type qui a passé le test du polygraphe, qui était d'ailleurs un professionnel, hein, il n'y a pas de doute, la personne qui a passé le test du polygraphe, c'est un top niveau. Et c'est lui qui dit, ben voilà, sur les 6 bûcherons, 5 d'entre eux ont passé le test haut la main. Le 6e, Alan Dallis, ben là, c'est plus controversé. Mais, comme je l'ai mentionné dans mon narratif, c'est vrai qu'Alan Dallis avait été accusé de, avec quelques petits vols à gauche et à droite, vol de voiture, avait trafiqué un peu vendait un peu du cannabis. Donc, le fait qu'il se retrouve au poste de police, puis qu'on commence à y poser des questions, c'est sûr que ça rend plus nerveux. Parce qu'il faut se rappeler qu'un test du polygraphe ne détecte pas les mensonges. Même si on appelle ça un détecteur de mensonges, ce qu'il fait, c'est il lit les réactions physiologiques que l'on a devant certaines questions, et là, il calcule, au moment de poser cette question-là, est-ce que le rythme cardiaque a augmenté, est-ce que la sudation était plus grande, etc., etc. Ce sont ces troubles qui seront interprétés comme étant, est-ce qu'il dit la vérité ou est-ce qu'il ment? C'est sûr qu'Alan Dallis Alan Dallis se retrouve dans un environnement qui y est plutôt hostile. Donc, il va pas échouer le test, mais il le passe pas nécessaire. C'est plutôt ambigu. Mais les 5 autres le passent parfaitement. Et sur les 5, ben, il y en a un qui s'est joint au groupe tout récemment. Moi, je peux te dire, Yannick, pour avoir fait suffisamment d'émissions de type policier, là, les tueurs de l'occulte, les enfants assassins, moi, je peux te dire que quand une personne passe un test du détecteur de mensonges, puis il l'échoue ou qu'il le réussisse, c'est très significatif pour les policiers. Si tu passes un test de détecteur de mensonges, puis tu l'échoues, je peux t'assurer que les policiers vont être sur tes bottines. T'sais. Si tu le réussis, en revanche, tu vas voir la pression diminuer. Même si c'est pas reconnu devant les tribunaux, les policiers mettent énormément de crédit dans le test du détecteur de mensonges. Qu'une personne réussisse à passer un test comme celui-là, ça peut aller. Il y en a des gens qui sont d'excellents menteurs puis qui ont trompé les tests du polygraphe. On pense par exemple, si on regarde dans les tueurs en série, ben, il y en a plusieurs qui ont passé le test du polygraphe puis ils l'ont réussi. T'sais. Mais que 5 personnes réussissent le test du polygraphe, c'est pratiquement impossible. Ou bien ces gens-là disent la vérité, ou il y a quelque chose qui fonctionne pas, le polygraphe marche pas. Parce que déjà, passer un test du polygraphe, c'est très difficile. Tromper le polygraphe une fois, c'est une chose, mais que 5 personnes réussissent à le tromper, ça, c'est quelque chose de très particulier. Et comme je te l'ai mentionné, un d'entre eux, Alan Dallis, n'était pas un ami de Travis Walton, donc on comprend pas pourquoi toutes ces années. Puis il faut que je te dise que Alan Dallis a été, on le mentionne jamais dans les documentaires, mais au cours des années qui ont suivi, je sais que c'est pas gentil de dire ça, mais Alan Dallis s'est retrouvé à plusieurs reprises en faux avec la loi et il a été arrêté. On parle des années 80 ou 90. Et à chaque fois, on l'a questionné sur des histoires de crimes, ou bien il a reconnu sa culpabilité, ou il a même inclus dans certains cas certaines personnes qui auraient commis des crimes avec lui, mais à chaque fois où il a été questionné sur l'affaire de Travis Walton, il a toujours maintenu que ça s'était passé comme il l'avait raconté. Donc, puis Alan Dallis, comme je l'ai mentionné, c'était pas le chummy de Travis Walton. Donc, si on peut sérieusement se poser une question là-dessus, il faut quand même retenir que ces gens-là n'ont pas été témoins de l'enlèvement de Travis Walton. Ils ont vu un ovni, puis ils ont vu un jet de lumière qui aurait apparemment frappé Travis Walton. C'est tout ce qu'ils ont vu. Donc, il faut quand même maintenir que le test du polygraphe ou leur récit ne concerne qu'une partie de l'événement, donc le premier épisode, la rencontre avec l'ovni. Le reste, l'enlèvement, ce qui s'est passé ensuite, ça, ils en ont absolument aucune idée. Ensuite de ça,
Comme je l'ai mentionné, l'individu qui a passé le test du polygraphe, le polygraphiste, Cy Gilson, qui travaillait pour le département de la sécurité publique de l'Arizona, c'est un top niveau. Donc ici, il n'y a pas de questionnement. Là. Je peux pas dire, ouais, mais le type est un peu flou. Un peu comme on l'avait mentionné il y a quelques semaines quand on avait parlé de l'enlèvement de ces 2 pêcheurs à Pascagoula. C'est vrai que l'un d'entre eux, Charles Hickson, avait passé un test du polygraphe, puis il l'avait réussi. Mais on pouvait, par la suite, on a appris que le type qui avait passé le test du polygraphe avait trouvé un peu sa licence dans une boîte de Cracker Jack. Là. Tandis qu'ici, Cy Gilson, on n'a pas de questionnement là-dessus. Il faut savoir aussi que plus tard, après son retour, j'ai mentionné dans le narratif qu'on avait organisé, que le policier, le shérif Marlon Gillespie avait organisé une séance pour que Travis Walton passe un test du polygraphe, mais ça ne s'est pas produit. Néanmoins, Walton a passé un test du polygraphe. Il l'a passé avec son frère Dwayne et également sa mère, Mary Collette, parce qu'on suspectait que c'était sa mère qui l'avait caché pendant 5 jours. C'était l'argumentaire policier. Walton n'a pas été enlevé, il s'est en allé chez sa mère, puis elle l'a gardé dans sa cave pendant 5 jours, puis après ça, il a raconté cette histoire-là. Donc, Travis, son frère Dwayne et sa mère, Mary Collette, ont passé également un test du polygraphe qui a été administré par un type qui s'appelle George Pfeiffer, qui était un technicien dans une compagnie d'assurance de Phoenix, et ils ont passé le test. Donc ça, là-dessus aussi, pas trop de problème. On a également dit, je me rappelle, il y a un sceptique américain qui s'appelle Philip Klass, qui faisait partie de l'association des sceptiques aux États-Unis et qui était vraiment un chien là, contre tout ce qui était sur les ovnis. Hein. C'était vraiment un bulldog, il creusait, puis il trouvait toutes sortes d'éléments. Et ce Philip Klass a dit à un moment donné, il dit, c'est un canular, et la raison première du canular, c'est parce que Mike Rogers, comme je l'ai mentionné dans le narratif, Mike Rogers avait signé un contrat avec le Bureau des forêts américain, le département des forêts, et il devait couper un certain espace, un certain nombre d'acres de boisés, et 5 jours avant, il était clair qu'il n'arriverait pas à remplir son contrat. Et comme il avait déjà demandé une extension au contrat, Philip Klass a dit, ben voilà, ça tombe, quel bon hasard, 5 jours avant la date butoir, Travis Walton se fait enlever par des extraterrestres. Et les policiers vont empêcher les gens de retourner à l'endroit. Donc, ça donne une excellente excuse à Mike Rogers pour dire au bureau des forêts, dire, ben écoutez, j'ai pas pu couper mes arbres parce que la police nous empêchait d'avoir un accès sur les lieux, sinon on aurait réussi. Donc, tu comprends, il se trouve une bonne excuse. Mais en fait, Philip Klass nous mène en bateau, parce qu'il y a un ufologue américain, Jim Spicer, qui a vérifié cette information-là, et il a découvert, en fait, que jamais c'est vrai que Mike Rogers n'a pas réussi à remplir le contrat, mais jamais il a demandé une extension au Bureau des forêts, mais jamais il a évoqué l'affaire de Travis Walton ou l'enlèvement de Travis Walton. C'était des contrats avec le Bureau des forêts. C'était un contrat qui était assez complexe, avec toutes sortes de petites clauses qui permettaient justement des extensions. Donc, les gens n'avaient pas besoin d'aller aussi loin que ça, de créer un enlèvement extraterrestre pour demander une extension au contrat. Donc ça, c'est de la foutaise. T'sais. Donc, ces éléments-là, elles font excessivement réfléchir. Hein? Le test du polygraphe, le fait que pendant 45 ans, ces gars-là ont tous maintenu la même histoire, même si certains ne veulent plus en parler. Hein? Alan Dulles, par exemple, si tu l'interroges sur l'affaire Walton, il veut pas en parler. Mais il dit pas que c'est une fraude, il dit hey, « je veux pas en parler de ça ». Donc, ces gens-là ne sont jamais revenus sur leurs paroles, jamais. Ce sont des éléments qui amènent à réfléchir, et avec raison. En revanche, ce que ne te disent pas les documentaires sur les ovnis, c'est qu'il y a quand même quelques points faibles là-dedans. Quand les policiers sont arrivés sur place, ils ont trouvé aucune trace mentionnant une histoire de... Quand ils arrivent donc sur le terrain où Walton a disparu, et ça répond à ta question, il n'y a absolument aucun élément qui est là. Il n'y a pas de radioactivité, il n'y a pas rien, il n'y a pas de brûlure, rien. Ils n'ont même pas mis une petite puce dans l'eau où le soleil ne va pas, là? Non, il n'y a absolument rien. Plus tard, on dira, les amateurs d'ovnis diront, ouais, on aurait prélevé des échantillons de sol, puis on aurait trouvé des matériaux ferreux en plus grande quantité. Mais il faut savoir que ces échantillons de sol ont été pris sur place
40 ans après les événements. Donc, la même région a été dévastée par des inondations, des éboulements. Il y a eu également un feu qui a brûlé une partie de cet endroit-là. Donc, tu comprends, prendre des échantillons du sol 40 ans après l'événement, pouf, 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 ça ne veut absolument rien dire. Mike Rogers a raconté que des gens seraient venus puis auraient fait des prélèvements, on aurait détecté des variations électromagnétiques ou radioactives. Ça n'a jamais été démontré. Les policiers ne se rappellent pas de ça. Donc, Mike Rogers a beau raconter cette histoire-là, elle n'est pas appuyée par absolument rien. Il faut savoir que les frères Walton, Dwayne et Travis Walton, étaient ce qu'on appelle des repeaters. Quand Walton dit « j'ai été enlevé par des extraterrestres », c'est quand même la 10e fois qu'il voit des ovnis. Là. Tu comprends? Lui et son frère Dwayne, depuis leur adolescence, voient des ovnis quasiment tous les mois. Donc ça, c'est un peu surprenant. Là, ensuite, arrivent d'autres éléments qui sont un peu questionnables. Le récit de Travis Walton, son récit tient davantage d'une espèce de fantasme de science-fiction des années 70. Hein? Les extraterrestres avec des combinaisons orangées, ça nous rappelle un peu la série Les Envahisseurs. Quand ils rentrent dans la pièce, l'extraterrestre avec son costume en lycra moulant bleu, blond, avec son casque qui ressemble à un aquarium, ça fait un peu ridicule. Et là, quand il s'approche de la chaise avec des boutons sur les accoudoirs, tu l'as deviné, hein, on dirait quasiment la chaise du capitaine Kirk dans Star Trek. Tout ça est excessivement risible, ridicule, tellement ridicule que lorsqu'ils vont faire le film Fire in the Sky, le scénariste, qui est Tracy Tormé, et le réalisateur, qui est Robert Lieberman, vont complètement changer l'épisode à l'intérieur de l'OVNI, parce que de leur propre dire, si on avait fait un film en présentant ça au public, ça aurait été une comédie, tellement que c'était ridicule. Il faut savoir ici aussi que le récit de Walton est relativement simpliste. Hein? Il y a des bonhommes autour de la table, je me lève, je m'en vais dans la pièce, il y a une chaise, après ça je vais dans une autre pièce, on me couche, puis merci, bonsoir. Ça fait peu d'événements pour 5 jours, ça. Tu sais, il a disparu 5 jours, et ce qu'il raconte, en fait, tient dans un épisode de 20 minutes. Donc on peut se questionner sur d'où vient tout le reste. Ensuite, quand Walton dit, il va beaucoup insister dans son récit en disant... Il y avait ces extraterrestres, il y avait des tranches yeux, des yeux de chat. Il va mettre beaucoup d'emphase sur les yeux des extraterrestres. Or, curieusement, cette histoire d'yeux, très omniprésent, c'est exactement la même chose qu'on retrouve dans le récit de Betty et de Barney Hill, dont on a déjà parlé à l'émission, qui, elle aussi, cette histoire-là, a été adaptée pour la télévision dans un film qui s'appelle The UFO Incident. Or, The UFO Incident a été présenté à la télévision 2 semaines avant que Walton raconte son enlèvement. Et bon, tu t'en prends ce que t'en veux. Il faut savoir que les policiers sur place, il y avait deux policiers. Il y avait Marlon Gillespie, qui était le shérif, qui était du comté de Navajo, et il y avait le marshal, qui était Sanford Flake, qui était le policier, le chef de police de Snowflake. Ces 2 hommes-là n'ont jamais été convaincus de l'histoire de Travis Walton. Marlon Gillespie disait « Je crois que ces gens-là ont vu quelque chose dans le bois, ils ont probablement vu un ovni, peut-être même un jet de lumière frapper Travis Walton, mais que Walton a été enlevé pendant 5 jours par les extraterrestres, ça, il était loin d'être convaincu. Même certains ont avancé l'idée que comme on avait trouvé une marque, puis ça peut être n'importe quoi, mais on avait trouvé derrière le coude de Walton une petite marque qui ressemblait un peu à une piqûre hypodermique. D'ailleurs, c'est la seule marque que Walton avait. Je l'ai mentionné également dans le narratif. Le fait qu'il n'y avait pas d'acétone dans son urine, ça a sérieusement fait réfléchir les médecins qui l'ont évalué en disant, écoute, si ça fait 5 jours que tu es dans le vaisseau spatial, tu as perdu du poids puis tu n'as pas mangé, il devrait y avoir de l'acétone dans l'urine, ce qu'il n'avait pas. Et la marque sous le coude, il y a même un des policiers qui a dit, peut-être que Walton s'est piqué un peu, puis il s'est piqué avec peut-être des substances hallucinogènes, puis il a rêvé le reste, tu comprends? Parce qu'il n'y a aucune trace physique de ce que Walton raconte. Hein? Il n'y a pas d'échymose, il n'y a absolument rien. Et les policiers vont rester excessivement sceptiques par rapport à ça. Le plus dommageable, au moment où Walton se fait enlever, il y a évidemment cette histoire-là du bûcheron enlevé par une soucoupe volante, ça attire des gens. Et ça va notamment attirer des gens d'une organisation de Phoenix qui s'appelle le Ground Saucer Watch, et un des enquêteurs s'appelle Fred Sylvanus. Sylvanus rencontre Dwayne Walton, le frère de Travis, et il rencontre également Mike Rogers.
Et ça me fait toujours un peu tiquer quand tu vois des documentaires sur l'enlèvement de Travis Walton. Là, t'as Mike Rogers qui nous joue en fait un numéro du gars très émotif. Hey, on a enlevé Walton. Mais quand tu écoutes le témoignage de Fred Sylvanus, puis Sylvanus, il y a les enregistrements audio, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand Walton a disparu dans les jours qui ont suivi, en fait 2 jours après son enlèvement, Sylvanus se rend à Snowflake, rencontre Dwayne Walton et Mike Rogers, et ces gens-là sont tout à fait amusés par cette histoire-là. Hein? Et ils se mettent à raconter « Ah ouais, Travis, il va revenir. » Il n'y a aucune inquiétude. En fait, Sylvanus va dire, la seule inquiétude que semblait avoir Mike Rogers, c'était pas que son ami avait disparu puis qu'il avait été enlevé, c'était, il se demandait, comment on va faire pour dire au bureau des forêts que je peux pas continuer à couper du bois? Mais il était pas du tout préoccupé par le sort de Walton. Ouais. Dwayne Walton non plus, il disait, ah ben, mon frère est disparu, il va revenir. Les extraterrestres sont fins, vous allez voir, là, ça sera pas long, il va revenir. Même quand il reste 1 minute à peu près, Christian. Et quand ils vont rencontrer la mère de Walton, exactement la même chose. Son fils a disparu, mais dit, ben non, les extraterrestres, ils sont fins, ils vont ramener Travis, inquiétez-vous pas avec ça. Donc, tu as toutes sortes d'éléments comme ça, puis là, il reste 1 minute, mais j'en aurais d'autres à dire. Donc, tu vois, il y a un contrepoids à l'affaire de Travis Walton qu'on ne voit jamais, mais jamais dans les documentaires sur les ovnis. Alors, on laisse les gens décider. Travis Walton a-t-il réellement été enlevé pendant 5 jours par des extraterrestres, ou est-ce qu'on est en présence d'un extraordinaire canular? Peut-être pas sur l'observation de l'OVNI ou le rayon bleu, mais sur l'enlèvement lui-même. Donc, il y a des ambiguïtés, des éléments forts, des éléments faibles. Et pour arriver à tirer une conclusion, il faut vraiment tout mettre dans la balance. Ben, je vais l'écouter ce soir. Il est disponible sur Amazon Prime. Bon, ben, c'est un excellent film quand même. Ouais. Ben, un gros merci. Christian Page, je te souhaite de passer un beau week-end ainsi qu'aux auditeurs. Et on se rejoint vendredi prochain. OK, ciao. Salut, bye-bye. Radio X Files. Radio X.